Le récit commence avec un joueur extrêmement passionné nommé Alan qui vient de terminer un jeu qu'il a joué pendant 3 ans entiers, mais au lieu de se sentir accompli, il est déçu car tout cela n'a été qu'un échec. Malgré toutes les heures et l'effort qu'il a investi dedans, le jeu ne lui a jamais vraiment posé de défi. Et ce dont Alan a vraiment envie, c'est quelque chose qui le poussera à ses limites. Un jeu si difficile qu'il faudrait une décennie pour le vaincre. Il cherche une véritable épreuve, pas quelque chose qu'on peut résoudre avec de la patience. Avec cette pensée en tête, il saute immédiatement dans la recherche de son prochain défi majeur, et c'est là qu'il tombe sur un titre mystérieux prétendant ne jamais s'arrêter. Sous des circonstances normales, un jeu s'installant sans autorisation sur son ordinateur serait une grosse alarme rouge, mais il est déjà complètement accro et ne s'en soucie pas. Au lieu de cela, il plonge directement dans les paramètres pour ajuster la difficulté. Il configure l'expérience pour être aussi pénible que possible, mettant la difficulté au maximum et choisit la classe de summoner non testée juste pour rendre les choses encore plus chaotiques. Sans lire quoi que ce soit, il accepte tous les termes et conditions. Malheureusement pour lui, l'une de ses clauses mentionne le transport du joueur dans un autre monde et avant qu'il puisse y réfléchir, Alan se retrouve réincarné en nouveau-né au milieu du paysage. Un an passe et la vie d'un bébé se révèle être beaucoup mieux que ce qu'Alan avait prévu. Il n'a pas besoin de travailler, de s'inquiéter de l'argent ou de gérer des responsabilités. Et en plus, le lait est plus que merveilleux et il a des parents gentils et aimants qui prennent bien soin de lui. Son père s'appelle Rodin et sa mère est Darija et ils semblent être un couple sincèrement heureux. Toujours est-il que mettre le jeu au maximum de la difficulté crée une situation familiale tragique classique en attente. Une nuit, après avoir été mis au lit, Alan tend ses petits bras et commence à murmurer chaque commande qu'il connaît, désespérément essayant d'ouvrir l'écran de statut. Après tout, même s'il est censé être un summoner, il ne sait absolument pas comment fonctionne le summoning. Juste avant de se rendormir, il décide de faire une dernière tentative, et cette fois, quelque chose apparaît vraiment. Malheureusement, cela le terrifie tellement qu'il commence à crier, faisant rusher ses parents dans la chambre dès qu'ils l'entendent. Sans choix, il cache le livre pour l'instant. Après avoir vérifié sur lui et s'assurer que tout va bien, ses parents quittent la pièce. La seconde qu'ils sont partis, Alan tire le livre de nouveau. Le soulagement l'envahit alors qu'il enfin voit ses statistiques après 1 an de tentative et elles semblent correctes pour un summoner d'1 an. Toutes ses compétences de summoning sont coincées au niveau le plus bas, mais le livre explique qu'elles s'amélioreront avec l'utilisation. Donc Alan décide de tester immédiatement et d'après ce qu'il peut dire, il est actuellement limité à la summoning d'insectes et de bêtes de rang H, ce qui semble ridiculement faible, donc il ne s'attend pas à grand chose d'impressionnant. À ce moment précis, le livre saute directement vers la section des messages et Alan réalise qu'il a reçu une lettre du dieu créateur du monde. Le dieu s'excuse pour le temps qu'il a fallu pour finir le livre des statistiques d'Alan, expliquant que la classe de summoner était toujours en développement et qu'elle a pris 1 an entier pour obtenir toutes les approbations nécessaires. Alan ne s'en soucie pas vraiment, mais entendre que la classe de summoner a été lancée à la va-vite le rend excité. Si elle a été lancée rapidement, il y a sûrement des bugs qu'il peut exploiter. Excité, il décide de la tester immédiatement. Il veut commencer par summoner un insecte, mais il rencontre rapidement un problème lorsqu'il réalise qu'il ne sait pas du tout comment activer sa capacité de summoning. Normalement, il vérifierait un subreddit ou regarderait un tutoriel rapide, mais il n'y a pas d'internet ici, donc il est coincé pour résoudre cela seul. Après quelques minutes de réflexion, Alan finit par comprendre qu'il doit créer une carte de compétences d'insectes en premier. Il essaie et cela fonctionne sans problème. Maintenant, il est prêt à summoner son insecte. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, sa mère entre pour vérifier sur lui à nouveau. Sans autre choix, Alan se met rapidement à feindre le sommeil. Le lendemain, après que ses parents aient repris leurs occupations habituelles, Alan ouvre son grimoire et enfin summonne la grillon. La pièce est inondée de lumière vive et au début, il est complètement subjugué par la beauté de la scène. Ce sentiment dure environ 1 seconde jusqu'à ce que la gigantesque grillon volante se précipite droit sur son visage et qu'il se mette à paniquer complètement. Après s'être calmé, il réalise que c'est bien la grillon qu'il a summonée, donc il essaie de lui donner des commandes. Malheureusement, même si c'est un summon, il a encore le cerveau d'une grillon et ne comprend pas une seule de ses paroles. Mais d'un autre côté, Alan découvre que summoner la grillon améliore ses statistiques d'agilité et de résistance, ce qui le rend assez heureux. Malheureusement, sa joie attire l'attention de sa mère et quand elle voit la gigantesque grillon sur le sol, elle la squash instantanément, laissant Alan complètement dévasté. Au cours des jours suivants, Alan continue d'expérimenter avec son summoning d'insectes, mais finit par s'en lasser et décide de passer à la summoning de bêtes. Cette fois-ci, il summon un rat et comme avant, le livre le lance directement devant son visage. Mais heureusement, Alan était prêt pour cela, donc cela ne le terrifie pas autant. Le rat apporte également ses propres améliorations de statistiques, mais il n'est toujours pas très intelligent, donc une vraie conversation est impossible.
Cela dit, l'une de ses compétences s'appelle Scurry. Et chaque fois qu'Alan ordonne à celui-ci d'utiliser cette capacité, il le fait chaque fois. Mais même ainsi, la compétence elle-même est assez inutile, donc Alan réalise rapidement qu'il devra augmenter ses compétences de summoning pour summoner des créatures plus puissantes et utiles. Le grimoire d'Alan révèle qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes de summoning à la fois, et de plus, les améliorations de statistiques de chaque summon s'accumulent. Donc s'il charge 10 cartes d'aura, cela représente un bonus de plus 10 pour l'attaque et la HP. Cela seul le place déjà bien au-delà d'un bébé moyen, mais pour vraiment briser le système et aller au-delà, il va devoir commencer à augmenter rapidement. Normalement, cela ne serait pas un problème, mais Alan a choisi la difficulté infernale parce qu'il pensait que la difficulté supplémentaire serait amusante. Maintenant, gagner de l'expérience prend 100 fois plus de temps que d'habitude, ce qui signifie qu'il est officiellement coincé dans un enfer de grind. Plus tard dans la journée, Roden rentre dans la maison, couvert de sang, mais heureusement, ce n'est pas le sien. Il vient de aider les villageois à abattre un porc géant. Les yeux d'Alan s'éclairent de curiosité, donc Roden offre de l'emmenager voir ça. Sans hésitation, Alan monte sur les épaules de son père et ils partent vers les lieux de chasse. Pour Alan, c'est la première fois qu'il voit le monde au-delà de leur maison et il est complètement absorbé par la nouvelle vue. Mais le voyage prend plus de temps qu'il ne l'avait prévu et finalement, il s'endort dans les bras de Roden. Lorsqu'ils arrivent enfin près du corps du porc, Roden le réveille doucement. Alan cligne des yeux plusieurs fois puis se fige. Ce porc est immense. Il ne peut même pas imaginer comment son père a réussi à aider à tuer quelque chose de si grand. Pas longtemps après, les villageois voisins remarquent le retour de Roden et éclatent en acclamation, l'élan comme le héros du jour. Alan se tourne pour demander si le grand porc est vraiment si fort et Jirta explique que c'est classé en tant que monstre de classe C. Normalement, il faut environ 20 chasseurs pour abattre un tel monstre, donc oui, ils sont vraiment importants. Cette petite information reste avec Alan car maintenant, il a une référence solide pour mesurer la force des monstres. Mais avant même de rêver de summoner quelque chose de ce niveau, il sait une chose avec certitude. Il doit se concentrer et commencer à gratter XP comme un dingue. Après 10 mois de grattage acharné, Alan atteint enfin le niveau 2 en tant que summoner. Et avec cela vient une amélioration solide. Ses statistiques augmentent globalement et plus importante encore, il débloque la capacité de summoner et de fuser des monstres de classe G. Bien que cela soit hype, il y a un hic. La fusion coûte une bonne partie de sa MP. Alors Alan engloutit son dîner pour se remplir de mana et court de nouveau dans sa chambre, seulement pour être de nouveau déçu. Son grimoire lui dit clairement qu'il n'a pas suffisamment de MP pour essayer une fusion. Alors il revient au grind, avancer jusqu'à ce que Alan ait 3 ans et il arrive enfin à atteindre un niveau élevé de MP pour essayer sa nouvelle compétence. Il ouvre la section de fusion et parvient à créer son premier monstre de classe G, un oiseau qu'il nomme fièrement Chappie. Chappie a comme principale compétence la capacité de mimétisme vocal qui lui permet de copier parfaitement n'importe quelle voix qu'il entend, parfait pour poser des embuscades ou embrouiller les ennemis. Alan ajoute également une grenouille et une souris à son équipe, et la grenouille est assez inutile car tout ce qu'elle fait c'est sauter et clignoter comme une distraction vivante. Mais la souris est beaucoup plus utile car elle peut creuser un trou colossal dans la terre en quelques secondes. Comparé aux monstres de classe H, ces nouveaux sont beaucoup plus utiles et pour la première fois, Alan se sent vraiment jouer un vrai jeu plutôt que de gratter en mode bébé infernal. Toujours est-il, il n'est pas assez fort pour affronter les menaces réelles. À ce moment-là, la fille de Gerda, Krina, arrive pour jouer. Sa version de jeu implique des combats de sparring, et malheureusement pour Alan, elle est incroyablement forte. Même avec tous ses buffs de summoning maximisés, elle le bat facilement comme si rien n'était, ce qui signifie qu'elle est sur un autre niveau. À la fin de la journée, Alan et Krina retournent chez eux, et il y a une surprise pour lui. Darigia est enceinte à nouveau. Il semble que pendant que Alan grattait des niveaux, Rodin et Darigia ont été occupés à monter le niveau de la famille. Avec Darigia maintenant incapable de faire du travail lourd, Alan propose de l'aider avec la récolte. Après tout, avec ses buffs de summoning, ses statistiques physiques sont presque au niveau d'un adulte maintenant, mais ses parents lui coupent immédiatement l'herbe sous le pied. Ils lui disent donc qu'il devrait se contenter de petites corvées et profiter d'être un enfant pour le moment. Roden lui rappelle que les responsabilités réelles arriveront bientôt, donc il devrait profiter du calme pendant qu'il dure. Alan est d'abord un peu déçu d'être refusé pour aider à la récolte, mais ensuite il comprend. Le travail agricole est absolument brutal. Aucun parent sain d'esprit ne s'attendrait à ce que leurs 3 ans old soient dehors à faire du travail manuel ardu. Compris cela, il recule et laisse tomber. Roden est soulagé de voir son fils rester mature à ce sujet. Et tout se calme jusqu'à ce que Darigia remarque quelque chose d'étrange. Elle dit qu'elle a vu Alan dans le jardin arrière lançant des pierres contre un arbre. Intriguée, elle demande ce qu'il faisait.
Alan l'écartait, prétendant que c'était juste des entraînements de défense en cas d'attaque d'un monstre. Mais en réalité, il faisait une expérience testant s'il pouvait débloquer des compétences hors de la summoning, simplement en répétant des actions de base, mais malheureusement, cette tentative ne lui a rien donné. Roden, cependant, est impressionné par la détermination d'Alan et dit qu'il est impatient de son examen d'appel. Alan ne l'a jamais entendu parler de cela avant, donc il demande ce que c'est. Roden explique que lorsqu'un enfant atteint 5 ans, il subisse un examen pour révéler tout talent caché qu'il pourrait posséder. Et si Alan obtient un talent puissant, il pourrait avoir une chance de vivre une vie riche et réussie. Avec l'arrivée de l'hiver, Alan continue d'expérimenter et décide de tester la durabilité de ses monstres en summonant une grillon dans la neige. À sa grande surprise, elle parvient à survivre dehors pendant une journée entière, ce qu'il considère comme une victoire. Mais cette petite victoire se transforme rapidement en désastre lorsque Kraina réapparaît, impatiente d'un autre combat de sparring. Comme d'habitude, Alan est battu, mais pendant qu'il se bat contre elle, il complètement oublie de surveiller son monstre. C'est alors que toutes les choses tournent mal. La grillon, toujours active, finit par grimper sur la jambe de Trizia, la terrifiant complètement. Elle trébuche et tombe, ce qui est déjà dangereux en soi, mais surtout risqué étant donné qu'elle est enceinte. Raden court vers elle et bien que Thérèse dise qu'elle va bien, il est clair que la chute a déclenché les contractions. Que ce soit prêt ou non, le bébé arrive maintenant. Rodin dit à Kraina d'aller chercher sa mère et une fois qu'elle arrive, elle aide Thérèse à traverser une livraison précipitée. Au lever du jour, la famille accueille un nouveau bébé garçon dans le monde. Tout le monde est rempli de joie, sauf Alan qui se sent confus. Il ne comprend toujours pas pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde en premier lieu. Mais quand il pense à sa vie précédente au Japon, il réalise qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose qui l'attendait là-bas. Cette nouvelle vie, imprévue comme elle est, lui a donné quelque chose de beaucoup plus important. C'est pourquoi il décide de continuer à avancer, non seulement pour lui-même, mais pour protéger la seule famille qu'il a jamais eue. Par le temps de l'arrivée du printemps, Alan sait que son examen d'appel est imminent, donc il demande à son père ce qu'il est exactement. Son père explique que chaque enfant doit passer par cela une fois qu'il atteint 5 ans, et si Alan obtient un talent rare ou de haut rang, il pourrait avoir une chance de suivre le chemin élite. Cela dit, ce ne sera pas facile, la concurrence est assez rude cette année, une bonne quantité d'enfants atteignent 5 ans en même temps, y compris Kraina. Ils se dirigent tous vers le quartier des citoyens ordinaires où se tient l'examen. Mais plus ils s'approchent de l'église, Alan commence à remarquer quelque chose de bizarre. La plupart des autres enfants sont super polis et habillés tandis qu'il est coincé dans des vêtements quasi déchirés. Maintenant qu'il y réfléchit, il réalise qu'il est habillé comme ça depuis sa naissance. Si c'est un indicateur, sa famille doit être sérieusement bas sur l'échelle sociale. Encore une fois, cela ne le dérange pas vraiment. Quand ils arrivent à l'église, tout le monde se rassemble devant. 2 prêtres sortent et Alan entend des gens dans la foule moquer certaines des familles plus pauvres. Les prêtres ne laissent de pas tomber, ils coupent rapidement cette discussion, rappelant à tous que les bénédictions divines ne discriminent pas. Même un enfant d'un fermier pauvre pourrait recevoir une compétence légendaire. Avec cela, il pousse la foule à entrer pour le véritable examen. Quand Alan entre, il remarque 3 statues imposantes près de l'autel. Elles doivent représenter les dieux adorés dans ce monde. L'un d'eux est Elmia, la déesse de la création. En y réfléchissant, Elmia est la même qui lui a envoyé ce message d'excuse concernant le retard dans le développement de la classe de summoning. Premier à être examiné est Palomas, le fils du chef du village. On lui dit de poser sa main sur la sphère lumineuse pour révéler ses statistiques. Palomas obéit et quelques instants plus tard, la pierre murale s'allume, affichant sa classe comme marchand. Son père est satisfait du résultat, mais Alan, de son côté, était un peu en attente d'un résultat plus dramatique. C'est presque la même chose que son grimoire, sauf que cette version utilise des lettres de notation au lieu de chiffres. Le processus continue avec certains enfants ayant des talents impressionnants, tandis que d'autres n'obtiennent rien de mentionnable. Plusieurs heures passent et maintenant seuls 2 restent, Alan et Kraina. Le tour de Kraina est arrivé et elle presque sprint vers la sphère avec excitation. La seconde qu'elle touche celle-ci, toute la chose éclate dans une lumière aveuglante blanche. Son père panique un peu, pensant peut-être que quelque chose ne va pas, mais les prêtres sont juste figés de choc. Au final, la lecture est authentique et Kraina vient d'ouvrir la classe du Seigneur des Épées, l'une des classes les plus puissantes. Son père est sur le point d'exploser de joie, mais Kraina elle-même ne semble pas saisir à quel point c'est un gros scoop. Alan n'est pas vraiment surpris par l'annonce car il a été battu par Kraina pendant des années maintenant, donc cela tient la route. Mais maintenant c'est son tour et le prêtre lui dit de monter à l'autel. Lorsqu'il pose sa main sur la sphère cristalline, rien ne se passe d'abord, mais ensuite il y a une soudaine éclairage et la chose explose littéralement en arrière. Roden court vers lui, s'assurant qu'Alan va bien, puis se tourne vers le prêtre et demande quel talent son fils a obtenu, car la lecture n'est pas exactement sa spécialité.
Sur la base de la réaction de la sphère, il s'attendait à quelque chose d'incroyable, mais au lieu de cela, le prêtre dit qu'Alan n'a aucun talent. Alan est stupéfait, il n'y a pas de façon que ce soit juste, il sait qu'il a une compétence, mais quand il regarde le tableau, il confirme. Toutes ses statistiques sont verrouillées au niveau E. Il est convaincu que tout ce bordel est la faute d'Elmia pour avoir complètement foiré le code de la classe de Summoning. Avant qu'il puisse s'apitoyer trop, Rodden l'enlace derrière lui, tentant de l'apaiser. Il ne veut pas que Alan se sente brisé par ne pas avoir de talent. Ils rentrent ensemble après cela, et malgré ce qui s'est passé, personne ne le traite différemment. Alan apprécie vraiment le soutien de sa famille, mais au fond, il sait que la chose sans talent est du mensonge. Son grimoire fonctionne toujours normalement, donc il suppose que les E ont plus à voir avec le fait qu'il joue en mode infernal. Tous les autres enfants sont de la même âge et ont probablement été évalués en fonction de leur potentiel de niveau. Mais dans le cas d'Alan, puisqu'il faut 100 fois plus de XP pour gagner un niveau, il fait sens que ses statistiques soient coincées dans le fond, même si sa véritable force est bien plus élevée que ce que le tableau montre. La plupart des gens perdraient la tête à cause de quelque chose comme ça, mais Alan n'est pas un néophyte casual jouant pour le fun, il vit pour le brutal grind, toujours est-il, il ne peut pas chasser l'idée que quelque chose est sérieusement louche avec la classe de Summoning, surtout après avoir vu un code d'erreur suspect apparaître au bas de son examen. Il prévoit déjà de porter une avalanche de plaintes au service de développement. Le lendemain, Alan suit sa famille pour rendre visite à Kraina. Mais en route, il commence à remarquer quelque chose de bizarre. Son père agit bizarrement, arrivé chez Kraina, tout le monde est dans l'ambiance de fête pour célébrer sa promotion au Seigneur des Épées. Mais Rodden semble encore avoir un goût de citron. Jirada refuse catégoriquement de participer à la fête jusqu'à ce que Rodden arrête de faire la tête. Au début, Alan pense que son père est juste amer, que Kraina est quelque chose de spécial, mais ce n'est pas du tout comme lui. Rodden n'est pas aussi jaloux, donc ce qui le dévore, c'est quelque chose de plus profond. Les deux continuent de discuter pendant 1 minute jusqu'à ce que Gerda finisse par hurler que Rodden a mentionné rompre les liens entre leurs familles juste avant qu'il s'assoie. Rodden maintient ce qu'il a dit, expliquant que maintenant que Krain est devenu seigneur des épées, elle a une manière presque garantie de sortir de ce petit village reculé. Si tout se passe bien, elle pourrait même monter en noblesse, et si cela arrive, rester liée à une famille pauvre comme celle de Rodden pourrait la tirer vers le bas. Gerda réplique, criant qu'il ne s'en soucie pas du statut ou de tout ça. Mais Rodden persiste, disant qu'il fait ce qui était le mieux pour Kraina. Le débat chauffe de nouveau, mais leurs femmes finissent par intervenir et les séparent avant que cela ne s'aggrave. Alan est un peu déconcerté par la manière détendue dont tout le monde parle de la dispute, donc il demande discrètement à Gerda de savoir si ce genre de choses arrive souvent. Elle rit et dit oui, cela arrivait souvent, mais ils se réconciliaient toujours après. Il se trouve que les 4 d'entre eux étaient proches depuis l'enfance, nés et élevés dans le même village. Il y a environ 10 ans, quand le mot est sorti sur la construction d'un nouvel établissement, ils ont tous sauté dans le bateau et aidé à poser les bases. Gerda et Rodden se sont rapprochés énormément pendant ce temps. Réfléchissant sur tout cela, ils réalisent à quel point cette argumentation est vraiment stupide. Pas longtemps après, un message arrive indiquant que l'Ordre de la Nuit s'intéresse à Kraina et qu'ils arrivent en route. Alan suppose que l'information sur sa classe de seigneur d'épée doit se répandre comme une traînée de poudre. C'est bien sûr une bonne chose car elle mérite enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Mais Gerda semble toujours un peu nerveuse parce qu'elle est beaucoup trop jeune pour s'inscrire au chevalier. Puis, sans prévenir, l'un des enfants de l'évaluation décide de faire des remarques. Il s'approche d'Alan et lui dit qu'il ne fait pas partie par ici, l'appelant un rejeton sans talent. Mais Alan s'en moque complètement, il a encore ses pouvoirs de summoner, donc l'opinion de ce perdant ne signifie rien. Mais Kraina n'est pas d'accord. Personne ne peut parler de façon méprisante de son meilleur ami. Elle s'élève et ordonne au punk de reculer, presque tranchant son doigt en deux dans le processus, avant que Gerda intervienne rapidement et l'emmène loin. Immédiatement après, le chef du village annonce que l'ordre de chevalier est enfin arrivé. Tout le monde s'illumine car personne ici n'a jamais vu de vrai chevalier de près. Le chef appelle ensuite Gerda et Kraina pour les faire rencontrer le capitaine de l'ordre. Kraina est littéralement tremblante d'excitation car elle a toujours rêvé de devenir chevalier, donc rencontrer le capitaine en personne est comme son souhait ultime. Alan commence à se demander si les chevaliers préparent Kraina pour un retour à la capitale pour une formation. Mais avant que le capitaine puisse dire quoi que ce soit, Jirta saute dans l'action disant qu'il ne peut pas le permettre car elle est encore une enfant. Le capitaine hausse les épaules, disant que l'âge ne compte pas. Si elle est vraiment une seigneur d'épée, alors elle devrait être plus que capable de gérer la formation. Il n'y a aucun problème, sauf bien sûr si tout cela est inventé et qu'ils ont menti sur sa classe de seigneur d'épée juste pour tromper l'ordre de chevalier. Jirada réfute rapidement, jurant qu'il dit la vérité, mais il est déjà trop tard. Le capitaine a pris sa décision et ordonne à son vice-capitaine de tester Kraina dans un duel ici et maintenant. Sans hésiter une seconde, celui-ci accepte. Gerda supplie alors le capitaine de repenser à cela.
Il ne veut pas mettre la vie de sa fille en danger pour une simple épreuve, mais le capitaine met clairement en garde que si Kraina refuse de combattre, cela seul sera considéré comme preuve qu'elle est une impostrice. Et si c'est le cas, pas seulement elle, mais toute sa famille sera mise à mort. Un des chevaliers lui tend alors une épée. Une enfant normale de 5 ans aurait été en train de trembler de peur à ce moment-là, mais pas Kraina. L'instant où elle réalise qu'elle va pouvoir manier une arme réelle, elle accepte le duel sans hésitation. La foule s'écarte et le duel commence. Libran avance pour affronter Kraina et Kraina ne gaspille pas une seconde et charge à toute vitesse. Et d'un seul coup d'œil, elle brandit une épée 2 fois plus grande qu'elle comme si elle était faite de papier. Et elle réussit même à suivre Libran, obligeant celui-ci à rester sur ses gardes, mais il la gère sans trop de difficultés. Le capitaine de nuit observe avec un regard glacial, clairement pas impressionné par ce qu'il voit jusqu'à présent. Mais ensuite, Kraina bloque net l'une des attaques de Libran et se prépare à contre-attaquer. Avant qu'elle puisse frapper, Librand envoie un coup de pied dans sa direction et la fait voler dans la rue, heurtant directement un mur. Gérido perd les pédales. La seconde où il voit sa fille être jetée ainsi, il essaie de foncer à son secours, mais les chevaliers l'immobilisent et le pestent au sol. Alan et Roden essaient d'aider, mais ils sont eux aussi poussés au sol. Alan ne peut pas croire ce qu'il vient de voir. Ce n'est pas juste. Que Kraina soit une seigneur d'épée ou non, elle est toujours une enfant. Et l'homme qu'elle affronte est un chevalier adulte avec des années d'expérience de combat. Mais juste à ce moment, quelque chose change. Kraina se relève et l'atmosphère autour d'elle change. Il y a cette pression dangereuse qui monte et elle ne dit rien, simplement debout, radiante de menaces pures. Sans perdre une seconde, Kraina charge à nouveau avec une autre attaque fulgurante, coincée comme une missile chaud. Cette fois, Librand ne résiste pas. Elle l'écrase littéralement, brisant son épée en deux et presque tranchant sa tête. Kraina semble un peu déçue que le match se termine si vite, mais elle a manifestement apprécié. Elle remercie Librand de manière détachée pour le réchauffement et s'éloigne, laissant le pauvre type avec la dure réalité qu'il a été pulvérisé par un enfant de 5 ans. Gerda expire fort, reconnaissante que sa fille soit sortie indemne et commence à lui prodiguer des louanges pour la façon dont elle a combattu. Mais avant qu'il puisse même digérer ce qui vient de se passer, le capitaine de nuit intervient et Gerda se met immédiatement sur ses gardes, ne voulant pas que cet homme soit près de sa fille. Cette fois, le capitaine abandonne son arrogance et admet que Kraina est vraiment une seigneur d'épée. Il même s'excuse pour l'avoir obligée à ce duel. Il dit vouloir avoir une conversation sérieuse sur son avenir, mais Gerda l'interrompt immédiatement. Le capitaine propose ensuite de lui apporter du renfort pour aider. Après un moment d'hésitation, Gerda accepte, seulement parce que cela le rend un peu plus sûr. Ils se dirigent nos tous vers la maison du chef pour déjeuner, où Xenov s'excuse sincèrement pour le coup qu'il a joué plus tôt. Il explique qu'il a été ordonné par le baron de vérifier si un véritable seigneur d'épée existait dans ce village, et après ce qu'il a vu, il n'y a aucun doute à ce sujet. Xenov mentionne ensuite comment 3 ans auparavant, un prétendu saint d'épée est apparu dans une maison comtale. Mais cela soulève immédiatement des doutes chez Alan, car dans le système du jeu, les saints d'épée naissent uniquement de milieux communs, pas de lignée noble, donc celui-ci doit être un total imposteur. Il se trouve que cet imposteur a fini par servir la famille royale, mais ne pouvait pas tenir la promesse. Une fois qu'ils ont vérifié à nouveau, ils ont réalisé qu'il était simplement un simple guerrier simulant son rang, et après plusieurs nobles ont été pris en flagrant délit de bluff. Pour monter dans les rangs, le royaume a mis en place une politique zéro tolérance envers les rapports de talents falsifiés. Dit cela, Xenov s'excuse sincèrement, encore une fois, pour avoir mis Kraina dans une situation aussi difficile. Il rassure Gerda qu'aucun d'eux n'essaie de la séparer d'elle. Au lieu de cela, ils veulent qu'elle reste à la maison et continue sa formation comme d'habitude. Et si elle le souhaite, une fois qu'elle aura 12 ans, elle aura l'option d'entrer à l'Académie des Chevaliers. Après 2 années de dur labeur sans relâche, Alan débloque enfin le 3e niveau de son grimoire, et il est absolument enthousiaste. Avec cette nouvelle mise à jour, ses pouvoirs de summons font un bond en avant, donc il peut maintenant augmenter encore davantage ses créatures et commander jusqu'à 30 créatures de rang F en même temps. Son jeu de cumul de buffs est passé à un tout nouvel niveau, mais il est impatient de tester cela, mais le dîner est déjà servi, donc il rentre à l'intérieur. Quant à sa famille, les choses changent rapidement à la maison. Son petit frère vient de faire 2 ans et leur mère attend un autre enfant, donc un autre bébé rejoindra la famille bientôt. Alors que ses parents débattent des noms de bébés, Alan reçoit soudainement un message divin de Helmia, la déesse de la création, et il hurle le nom sans réfléchir. Sa famille immédiate pense qu'il suggère de nommer le bébé après une déesse, ce qui est totalement interdit dans ce monde. Alan ne peut pas expliquer la vraie raison, donc il change rapidement de sujet et mentionne que les cicatrices de Roden semblent avoir complètement disparu. Roden dit simplement que c'est parce qu'il a réussi une épreuve divine plus tôt dans la journée en se battant contre un sanglier sauvage. Alan n'a jamais entendu parler de ça avant, donc il demande des détails, et Roden explique que parfois, après une bataille difficile, votre corps se sent complètement renouvelé et vos blessures guérissent instantanément. Alan suppose que c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un monte de niveau dans ce monde. Roden est un combattant formidable, donc cela fait sens s'il monte de niveau souvent.
Pour Alan, en revanche, bien qu'il ait un grimoire de 3e niveau, son corps est toujours coincé au 1er niveau car il n'a pas encore combattu un seul monstre. S'il veut devenir plus fort, il doit sauter dans des combats réels. C'est plus facile à dire qu'à faire, il n'est pas autorisé à quitter le village sans permission. La seule véritable façon d'y parvenir est de rejoindre une chasse, mais dès qu'il en parle, son père l'arrête immédiatement. Il refuse de le laisser prendre ce risque. Plus tard ce soir, quand tout le monde dort, Alan ouvre son grimoire pour vérifier le message de Elmia. Il a déjà une bonne idée de ce qu'il contient. Elle a envoyé une plainte chaude après cet incident de l'évaluation. En fait, Elmia s'excuse pour le bug qui a fait paraître qu'il était sans talent lors de l'évaluation. Cela est pétélé et maintenant corrigé, donc la prochaine fois qu'il sera évalué, sa classe de Summons devrait apparaître correctement. L'ADS explique également que ses statistiques montrent un rang E car il a choisi le mode enfer, mais en réalité, il est beaucoup plus fort que cela. Pour le corriger, ils ont ajouté une section de statistiques spéciales juste pour lui. Alan parcourt sa feuille de statistiques mise à jour et est surpris de voir qu'elles sont bien meilleures que ce qu'il s'attendait. Il a plusieurs statistiques de rang S et A, exactement comme Krina avait obtenu, donc il se sent comme s'il a enfin récompensé toutes ses heures de travail acharné. Satisfait des résultats, il passe à la partie amusante, testant ses nouveaux pouvoirs. Premièrement, il utilise cette compétence améliorée. Il sort une carte de grillon, active la capacité et voit le bonus de statistiques entrer en jeu. Le buff clairement augmente la grillon elle-même, mais Alan remarque rapidement que cela ne booste pas les buffs qu'il reçoit via le Summons. Toujours curieux, il décide de invoquer le monstre juste pour voir les changements en temps réel, et dès qu'il apparaît, il émet une faible lueur pendant quelques secondes. Certainement amélioré, mais à part ça, rien de bien différent. Avant qu'il puisse creuser plus profondément, sa mère entre pour vérifier sur lui, et la seconde où elle voit la grillon, elle panique et la aplatit sans hésitation. Le lendemain, Rodin se prépare pour une chasse, et tandis qu'il est dehors, Alan glisse dans le jardin arrière pour jouer davantage avec son grimoire. Il a essayé toutes les combinaisons de cartes qu'il peut penser, espérant déverrouiller une nouvelle invocation. Il a déjà consommé la plupart de ses paires viables, et cette dernière combinaison ressemble à sa dernière chance. Heureusement, la fusion fonctionne cette fois, et il obtient une nouvelle carte, mais elle est étiquetée graine, donc il n'est pas sûr de sa utilité. Sur le bon côté, elle semble venir avec un bonus de MP, ce qui signifie qu'elle pourrait l'aider à augmenter le nombre de summons qu'il peut utiliser en une journée. Intrigué, Alan invoque la carte graine et, à sa grande confusion, un monstre de pomme apparaît. Il est entièrement conçu pour le combat, mais il a une compétence bizarre appelée odeur. Alors Alan lui demande de montrer et la pomme s'enfonce dans le sol comme une graine, puis germe une petite tige et bien sûr la tige émet une odeur douce et agréable. Juste au moment où il essaie de comprendre ce qu'il en fait, sa mère apparaît à nouveau pour vérifier sur lui. Alan panique et essaie de faire la pomme se cacher, mais elle ne répond pas, donc sa mère finit par repérer la tige, mais heureusement elle la prend simplement pour une plante ordinaire et s'en va sans plus de commentaires. Toujours, Alan sait que cela va nécessiter beaucoup plus de tests avant qu'il comprenne vraiment ce qu'il est capable de faire. Plus tard dans la journée, Alan est de retour, s'entraînant avec Kraina comme d'habitude, mais même avec tous ses nouveaux buffs grâce au niveau, il ne peut toujours pas porter un coup solide. Sa force est juste à un autre niveau. Toujours, Kraina remarque quelque chose. Alan est devenu beaucoup plus dur. Cela le surprend, donc il vérifie ses statistiques et découvre que sa maîtrise de l'épée a atteint le 3e niveau grâce à leurs entraînements réguliers et il est excité de voir des progrès réels. Puis il se souvient qu'il a récemment invoqué un chien qui a une attaque de morsure et il est impatient de l'essayer, mais utiliser cela contre Krina ne serait pas juste, donc il s'abstient. Après l'entraînement, Alan passe la reste de l'après-midi à jeter des pierres contre un arbre dans le jardin arrière, espérant déclencher une nouvelle compétence ou une révélation. Jusqu'à présent, c'est un échec total et il commence à se sentir comme s'il perdait son temps. Il n'a eu peu de chances d'entraînement en dehors de cela non plus, car il a été occupé à prendre soin de son petit frère. Mash, qui l'a suivi, finit par se plaindre qu'il est fatigué de cette routine de lancer des pierres. Alan s'excuse et promet qu'ils feront autre chose bientôt, mais il veut juste terminer quelques lancers de plus. Alors que Alan aligne ses dernières lancées, Mash remarque quelque chose de bizarre près de la maison, une série de jeunes pousses où il n'y en avait certainement pas hier. En fait, c'est la conséquence de Alan spammer ses invocations de pommes plus tôt pour booster ses points de MP et cela a fonctionné. Grâce à l'accumulation du buff, les temps de récupération de MP d'Alan sont maintenant de 5 heures au lieu de 6, ce qui signifie qu'il peut augmenter sa sortie de mana de plus de 15% chaque jour. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est du progrès. Au crépuscule, tout le monde se rassemble pour le dîner comme d'habitude, mais Rodin n'est toujours pas revenu de la chasse. C'est étrange, surtout car le groupe n'avait pas prévu d'aller très loin dans la forêt aujourd'hui. Darija essaie de rester calme, faisant preuve de bravoure, mais cette calme est brisée lorsque les chasseurs rentrent en panique, portant le corps inconscient de Rodin. Un seul regard suffit pour voir qu'il est dans un état critique. Il a été touché par la dent d'un sanglier droit dans le ventre, mais ils ont réussi à cauteriser la plaie en chemin et il lutte pour survivre.
La seule raison pour laquelle il respire encore est la herbe de guérison qu'ils lui ont donnée lors du voyage de retour. Ils sont juste choqués d'apprendre que ces herbes sont chères et elle ne sait pas du tout comment elles ont pu obtenir une. Jirta explique qu'après que le capitaine de nuit s'est excusé pour comment il les avait traités, il a offert une bourse de pièces d'or pour se faire pardonner. Ils ont utilisé ces pièces pour acheter l'herbe, mais cela n'a pas été suffisant pour guérir complètement Roden. Les tensions montent alors que les autres chasseurs commencent à hurler, accusant les citoyens ordinaires de toute cette catastrophe. Mais alors que tous ces cris réveillent Osmash qui fond en larmes, Alan Quickement le ramasse et le ramène au lit, les autres chasseurs décident de partir, laissant la famille seule pour digérer tout cela en paix. Une fois que tout est calmé, Alan demande discrètement ce qui s'est réellement passé et si c'est vrai que le citoyen ordinaire est la raison de tout cela. Gerda explique qu'il y a quelques jours, il et Rodin ont été appelés par le chef du village qui leur a dit que des citoyens ordinaires participeraient à la prochaine chasse. La viande de sanglier est extrêmement précieuse, donc la plupart va directement au baron, mais le reste est divisé entre les chasseurs. Parfois, elle est échangée contre d'autres fournitures, mais à moins que vous ne chassiez vous-même, obtenir de la viande de sanglier de qualité est difficile. Même ainsi, aucun citoyen ordinaire n'avait jamais participé à une chasse auparavant, et pour une bonne raison. C'est dangereux comme jamais, donc les gens se blessent, et certains même meurent chaque année. Donc naturellement, ils ont toujours gardé leur distance. Mais depuis que le nom de Roden a commencé à se répandre comme une traînée de poudre, comme un chasseur légendaire, certains des citoyens ordinaires ont eu l'idée que s'ils taguaient avec lui, il ferait tout le travail lourd pendant qu'il profiterait des récompenses. Donc ils sont allés voir le chef et ont demandé d'être inclus dans les futures chasses. Rodin et Gerda étaient tontres, mais étant donné que cela venait du chef, ils n'avaient pas le choix que de se conformer, et comme ils le craignaient, tout a mal tourné rapidement. Durant les entraînements, les citoyens ordinaires ne mettaient pratiquement pas d'efforts, et lors de la chasse réelle, dès qu'ils ont posé les yeux sur un vrai sanglier, ils ont paniqué et ont abandonné leurs armes et ont filé. Leur timidité a brisé toute la formation, et pour couronner le tout, l'un d'eux est tombé en courant directement sur le chemin du sanglier. Roden a instinctivement foncé pour le protéger et a reçu une corne dans le ventre pour cela. Le reste du groupe a fini par tuer le sanglier, mais les dégâts étaient faits. Gerda promet de rapporter la part de Roden de la viande demain, mais au-delà de cela, il ne peut pas offrir grand-chose. Alan reste là, se sentant complètement impuissant. Tout ce temps, il s'était obsédé à se renforcer et jamais une seule fois il n'avait pensé à aider les gens qui en avaient réellement besoin. Le lendemain, Roden finit par reprendre conscience et tout le monde est extrêmement soulagé qu'il ait survécu. Mais même avec Roden réveillé, Alan ne peut pas chasser la pression qui pèse sur lui. Jusqu'à présent, il avait traité cela comme une sorte de jeu RPG. Mais pour tout le monde, ici, c'est la vie, c'est réel et c'est dur. Et survivre chaque jour prend tout ce qu'ils ont. Donc le moins qu'ils puissent faire est d'utiliser la puissance qu'il a reçue pour alléger leur fardeau, même un peu. Pas longtemps après, Jirda revient encore une fois, apportant la part de Roden de la viande comme il l'avait promis. Il est ravi de voir Roden vivant, mais il est clair que la blessure a vraiment fait des dégâts, donc Roden ne pourra pas chasser à nouveau, du moins pas à temps pour aider à préparer pour l'hiver. Jirta propose de partager de sa réserve personnelle pour soutenir la famille de Roden pendant qu'il se remet. Roden apprécie sincèrement l'offre, mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être dit, Alan soudainement parle. Il dit à tous qu'il veut prendre la relève pour son père. Sa voix est ferme, son expression déterminée, et il est clair pour tout le monde dans la pièce qu'il veut vraiment le faire, donc personne ne discute. Et plus tard dans la journée, Alan se met immédiatement au travail, il se dirige vers la source du village et commence à transporter l'eau à la maison. Les hommes aux alentours l'alertent de prendre ses précautions car transporter autant d'eau n'est pas quelque chose qu'un enfant devrait faire, mais Alan le fait comme si c'était rien. Jusqu'à présent, il a gardé les effets de ses statistiques améliorées sous silence. Mais avec toute l'attention portée à Krana comme le héros montant du village, il est probable qu'il puisse se distinguer un peu. Une fois que l'eau est prise en charge, il se joint à Gerda dans les champs pour récolter des pommes de terre. Gerda lui montre comment extraire correctement les pommes de terre, s'attendant à ce qu'Alan bafouille. Au lieu de cela, Alan tire les pommes de terre du sol d'une main comme si c'était du jeu d'enfant, et en un rien de temps, il remplit 3 paniers pleins. Mais quand il découvre que plus de la moitié de celles-ci seront prises en taxes par le baron, cela lui donne une idée de la véritable injustice de ce système. Il commence à penser à d'autres façons de trouver plus de nourriture pour sa famille, jusqu'à ce que le chef du village soudainement apparaisse. Le chef est là pour s'excuser personnellement auprès de Roden. Il sait que la blessure s'est produite au moins en partie en raison des ordres qu'il a donnés. Il veut se faire pardonner et il a également apporté la personne responsable de l'incident pour s'excuser. L'homme clairement n'est pas mauvais, juste quelqu'un qui a paniqué et fait une erreur, donc il accepte pleinement la responsabilité. Roden lui dit qu'il n'est pas en colère mais l'encourage à penser à l'avenir et l'homme hoche la tête, promettant de ne pas laisser quelque chose comme ça se reproduire. Plus tard, Alan retourne dans les champs ouverts avec un plan formé dans sa tête. Il nettoie une grande zone et commence à invoquer une petite armée de grenouilles. Chacune utilise sa compétence de provocation qui devrait attirer des animaux sauvages comme des canards. Rien de dangereux, mais au lieu de canards, Alan attire plutôt un oiseau monstrueux.
Pour une fraction de seconde, il envisage de fuir car il est clairement plus fort qu'il ne l'attendait. Mais puisqu'il pense à sa famille, à la nourriture qu'ils ont besoin, à l'aide qu'ils ont perdue, il décide de prendre le risque et avec tous les buffs accumulés, il pense qu'il a peut-être une chance. Il court et frappe fermement le dos de l'oiseau avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Immédiatement après, il invoque une meute de chiens pour l'assaillir. Les chiens font un bon travail, mordant et griffant l'oiseau de tous côtés, mais cela ne prend pas longtemps pour que l'animal se remette et commence à les déchirer un par un. À chaque invocation qui tombe, les buffs d'Alan commencent à disparaître, le rendant de plus en plus vulnérable. Et une fois que le dernier chien est parti, le monstre se tourne vers Alan qui se trouve soudainement dans une situation dangereuse face à un ennemi enragé sans aucune aide. Dans une dernière tentative désespérée, il appelle 2 tiques et elles se collent instantanément à l'Alba Huron, drainant son sang avec une efficacité cruelle. Le monstre commence à vaciller, ce qui donne à Alan une ouverture courte pour réfléchir à sa prochaine action. Il n'est pas encore au plein de ses forces car il a déjà perdu plusieurs sorts et manque de buffs importants, mais il reste calme. Il a un plan clair pour mettre fin à cela avec un coup décisif. Alan appelle ses loups à l'action et ordonne à eux et aux tiques d'attaquer simultanément. En les chargeant, Alan avance droit devant lui et frappe un coup de glaive précis et brutal dans la tête de l'Alba Huron. L'impact est si fort qu'il abat la bête et assure qu'elle ne se relèvera pas. Un moment plus tard, son grimoire s'allume avec un message indiquant qu'il a réussi à vaincre l'Alba Huron et qu'il a gagné 100 XP. En voyant cette notification, il ne peut s'empêcher de célébrer un court instant, ravi que le plan fonctionne. Une fois que ce regain d'énergie s'estompe, Alan ramène l'Alba Huron chez sa famille et tous sont honnêtement surpris. Il n'imaginait-tu pas que quelqu'un qu'il pensait être un total novice pourrait affronter seul une telle bête dangereuse. Jirada intervient et propose de l'aider à saigner correctement l'Alba Huron. Une fois le corps attaché, il explique à Alan comment couper et découper la viande correctement. Il souligne les parties comestibles et non comestibles et explique la méthode appropriée pour séparer les meilleurs morceaux. Jirada mentionne également que les monstres contiennent des pierres magiques à l'intérieur et selon la loi, toute pierre trouvée dans un monstre classé de ou supérieur doit être taxée. Mais Gerda ne semble pas trop inquiet à ce sujet. Il pense que les pauvres communs comme eux ne tireraient probablement pas grand-chose d'une pierre magique. Malgré tout, il est convaincu qu'ils pourront négocier un meilleur accord auprès du chef, surtout une fois qu'ils expliqueront que c'est Alan qui a fait le travail cette fois puisque Roden était trop blessé pour y aller. Le lendemain matin, ils se rendent au bureau du chef en utilisant leur plan de faire valoir l'état blessé de Roden. Au début, le chef refuse, disant qu'il devrait obtenir seulement la partie inférieure, mais Gerda et Alan persistent, rappelant à quel point l'état de Roden est sérieux et comment un garçon comme Alan a dû risquer sa vie pour ramener de la nourriture. Finalement, le chef cède et accepte de leur donner la part supérieure, exactement comme il l'espérait. Il leur dit qu'ils peuvent garder toute la viande et qu'il prendra seulement les ailes et les pierres magiques pour lui-même. Toujours un peu plus loin, Alan demande au chef s'il pourrait continuer à faire le même genre d'accord à l'avenir. Gurded intervient pour soutenir Alan, faisant tout ce qu'il peut pour persuader le chef. Après un moment de réflexion, le chef finit par donner son accord et accepte de continuer sous les mêmes conditions. 3 jours plus tard, Alan sort à nouveau et utilise la même stratégie pour affronter 2 autres Albaïrines. Ayant déjà abattu l'un d'eux auparavant, il se sent beaucoup plus confiant maintenant et cela se voit. Avec l'aide de ses tiques, de ses loups et de son épée de bois fiable, Alan réussit à abattre les 2 bêtes en temps record. Depuis cette première chasse réussie, il sort chaque 3 jours, mais c'est la première fois qu'il revient sans avoir perdu aucun sort et il est sincèrement ravi du succès. Sur le coup, son grimoire clignote et confirme la victoire. 2 Alba Huron abattus et 200 XP gagnés. Mieux encore, il lui dit qu'il est officiellement passé au niveau 2. Alan explose de joie et immédiatement ouvre sa fenêtre de statistiques. Bien sûr, tous ses points de vie et de mana ont été complètement restaurés grâce au niveau, mais en regardant de plus près, il remarque quelque chose de bizarre. Son augmentation de statistiques est seulement d'environ 60% de ce qu'elle devrait être. Il ne s'y attarde pas trop, peut-être parce qu'il vient juste de passer au niveau 2 et que le boost n'a pas encore entièrement pris effet. De toute façon, il est toujours plein d'énergie, tous ses efforts commencent à payer. Plus il y pense, plus il commence à croire que c'est bien le test des dieux que Rodin avait mentionné. Et honnêtement, cette pensée le rend incroyablement heureux. Toujours est-il qu'il sait qu'il va devoir bientôt avouer la vérité à sa famille. Après cela, Alan retourne chez lui et Roden est stupéfait de le voir ramener 2 Alba Huron en une seule fois. Après cela, Alan rencontre Krina pour quelques entraînements d'épée. Mais même au milieu de la lutte, son esprit dérive, pensant à quand et comment il abattrait davantage d'Alba Huron.
Comme c'est la saison de migration et qu'il y a beaucoup d'entreuses autour, il pense qu'en restant cohérent, il pourrait atteindre le niveau 3 en abattant environ 20 autres. Cette pensée est coupée net lorsque Kraina lui tape soudainement sur la tête avec un coup solide, clairement mettant fin au match en sa faveur. Alan reconnaît alors sa défaite et Kraina l'envoie gentiment sur le côté en marchant. La nuit tombée, Alan décide qu'il est enfin temps de se confier à ses parents sur le fait qu'il abat ses albas errants avec une telle facilité. Mais il sait qu'il ne peut pas simplement leur dire qu'il est entré dans un jeu qu'il a trouvé en ligne, car ils penseraient probablement qu'il est devenu fou. Au lieu de cela, il fabrique une histoire plus crédible. Il leur dit qu'à l'âge d'1 an, il a reçu une oracle de Elmia, la déesse de la création. Alan explique que l'oracle est une bénédiction divine qui rend quelqu'un plus intelligent et plus fort que la plupart des gens. Sur le haut de cela signifie qu'il sera testé par des épreuves qui vont bien au-delà de ce que même 100 hommes normaux pourraient supporter. En l'entendant, Rodin comprend immédiatement ce qui se passe. Il avait déjà des soupçons parce qu'il avait remarqué que la cicatrice sur le visage d'Alan avait complètement disparu ce matin. Seule cette information lui a dit qu'Alan avait déjà traversé l'une des épreuves des dieux. Mais le Regia essaie encore de comprendre tout cela, surtout après que les résultats de l'évaluation d'Alan l'année dernière aient indiqué qu'il n'avait aucun talent. C'est là que Alan ajoute une autre couche à l'histoire. Il prétend avoir reçu une deuxième oracle de Lord Elmiette il y a quelques mois. Il explique que ses résultats d'évaluation étaient bas, faute de pouvoir prendre en compte combien lentement ces épreuves se développaient. Sur le haut de cela, il dit que le système ne pouvait pas reconnaître son talent à ce stade parce qu'il était trop nouveau pour être évalué correctement. Roden est ébahi parce que cela signifie que Alan a effectivement un talent. Lorsqu'il demande de quoi il s'agit, Alan dit qu'il ne le sait pas. L'oracle ne lui a pas donné la réponse complète, il souffre de mentir, mais il sait qu'il ne peut pas dire la vérité. Révéler qu'il est un sorcier capable de contrôler des monstres effrayerait les gens et il n'a aucun moyen de parler de sa réincarnation. En fin de compte, Darija s'approche d'Alan et l'enlace, l'appelant courageux et incroyable, surtout pour quelqu'un aussi jeune à porter tout ça sur ses épaules. Rodin demande ensuite à Alan ce qu'il veut faire à l'avenir et Alan lui dit qu'il veut prouver qu'il mérite de passer chaque épreuve. Rodin est fier de cette réponse, mais il rappelle également à Alan de ne pas avoir peur de compter sur les autres quand les choses deviennent difficiles. Alan remercie les deux pour leur compréhension et leur soutien inconditionnel. Rodin termine en disant qu'il serait probablement mieux de garder tout cela secret pour le moment. Si les mauvaises personnes commençaient à penser qu'il est un faux prophète, les choses pourraient devenir rapidement compliquées. Mais la seule personne qui sera autorisée à connaître la vérité est Jirda, car il ne cesse de vanter Kraina comme futur seigneur des épées. Rodin pense qu'il est enfin son tour de vanter combien son propre enfant est formidable. Lorsque l'hiver arrive, Alan sort l'un des albahurons stockés et commence à le découper pièce par pièce. Une fois terminé, il se rend en ville avec Gerda pour échanger la viande contre des approvisionnements. Gerda est déjà au courant de la grande nouvelle que Alan est choisi et testé par Lord Elmia, et honnêtement, il n'est pas du tout surpris. Il avait toujours eu une intuition qu'il y avait quelque chose de différent chez cet enfant. En voyageant ensemble, les deux discutent tout au long du chemin. À un moment, Alan aborde le sujet de la différence entre les communs et les serfs. Gerda explique que cela réside principalement dans le statut et la taxation. Les serfs vivent sous un tout autre système où chaque adulte doit remettre 3 pièces d'or par an et chaque enfant coûte une pièce. Alan écoute attentivement puis demande ce qu'il faut pour qu'un serf puisse monter en grade et devenir un commun. Jirda lui dit qu'il faudrait un tribut de 10 pièces d'or par membre de la famille. Il mentionne également qu'il y a des murmures selon lesquels un certain baron accorde parfois la condition de commun en récompense, mais ce sont juste des rumeurs et personne ne sait si c'est vrai. En entendant tout cela, Alan fait rapidement les comptes. Avec sa mère enceinte, cela ferait une famille de 5, ce qui signifie qu'ils auraient besoin de 50 pièces d'or pour gagner leur liberté de serfdom. Alan passe la journée entière à échanger des marchandises avec Gerda et commence doucement à se familiariser avec le système de barter. Quand il rentre, il porte un gros tas de bois de chauffage sur son dos. Reconnaissant qu'il a maintenant une bonne compréhension du fonctionnement des échanges dans la ville, il commence à penser à des façons de faire des recherches de marché lors de ses prochaines visites. Lorsqu'Alan rentre pour échanger seul, il adopte une approche beaucoup plus méthodique. Il suit soigneusement la valeur de chaque article qu'il voit en barter, enregistrant toutes les informations pour les utiliser plus tard. Finalement, il entre dans une boutique de plantes médicinales et demande au marchand s'il y a quelque chose qui peut restaurer le mana. Le marchand répond immédiatement que non, ces types d'articles sont beaucoup trop chers pour qu'il puisse les stocker. Encore une fois, Alan prend son temps et examine les étagères pleines de plantes et de médicaments. Reconnaissant que documenter tout cela à la main prendrait des heures, il se concentre fort et avec seulement sa pensée, son grimoire répond, absorbant les détails de chaque plante dans la boutique sans qu'il ait besoin de toucher quoi que ce soit. Suivant cela, Alan demande au marchand s'il a des fleurs de Müller en stock. Mais le visage du marchand change instantanément et il se met à s'agacer dès qu'Alan mentionne ce nom.
Il explique que la dernière fois qu'on avait demandé une fleur de Müller, cela s'était transformé en un véritable désastre. Apparemment, Gerda était entrée dans la boutique en colère, demandant une fleur de Müller parce qu'un ami était gravement malade. Elle ne même pas payé le prix plein de suite, promettant de régler le reste plus tard. Le marchand n'a jamais reçu le reste du paiement, et pour ajouter à son irritation, cette fleur était la dernière en stock, ce qui l'a vraiment énervé. En entendant tout cela, Alan quickement assemble les pièces. Gerda doit être entrée dans la boutique ce jour-là pour acheter la plante qui a sauvé la vie de Roden après la nuit où il a été attaqué. Si le marchand avait refusé de vendre, Alan n'aurait peut-être même pas de père. Voulant montrer sa gratitude, Alan tend une tranche de jambon d'Alba Héron en guise de cadeau et sincèrement remercie le marchand pour sa gentillesse. Puis, il sort silencieusement de la boutique. En marchant dans la ville, Alan se trouve à examiner quelques affichages d'armes lorsqu'il heurte soudainement un visage familier. Le même garçon de l'examen d'évaluation avec le talent de hache, Dogger, et debout à côté de lui se trouve le fils du chef, Palmos. Alan sait que Dogger est rien que du problème, donc il essaie de faire mine de ne pas s'intéresser et de s'en aller, mais Dogger n'a pas l'intention de laisser tomber, il tape Alan sur la tête et immédiatement exige qu'il devienne son sous-fifre. Alan répond calmement en sortant son épée de bois et en la pointant droit sur lui. Dogger recule, appelant à la fraude parce qu'il n'a pas d'arme. Alan hausse les épaules et dit qu'il est d'accord pour un combat équitable. Dogger peut aller chercher ce qu'il veut et Alan attendra. Dogger court et revient rapidement avec une épée, puis charge droit sur Alan. Mais Alan esquive facilement, dévié chaque coup. Les coups de Dogger sont lourds, ce qui fait sens pour quelqu'un avec un talent de hache, mais même avec tout ce muscle, il n'a rien sur Kraina. Alan décide de mettre fin à cela rapidement, il frappe l'épée hors des mains de Dogger et gagne net. Sans dire grand chose, Alan tourne et s'en va comme si de rien n'était, ce qui rend Dogger encore plus furieux. Ce soir-là, Alan rentre chez lui et voit Rodin en train de dérouler ses bandages. Il semble enfin guéri et prêt à retourner dans la nature. Darzia, elle, n'est pas très enthousiaste et elle lui conseille de ne pas s'overexercer et de risquer une nouvelle blessure. Le lendemain, à Krina, Dogger revient encore une fois, cette fois cherchant une revanche. Mais il est détruit, et pas une seule fois, mais plusieurs fois de suite. Toujours est-il, son orgueil ne le laisse pas partir, donc il continue de demander des combats, peu importe combien de fois il perd. À la même époque, le frère cadet d'Alan, Mash, commence déjà l'entraînement d'épée avec Krana, ce qui rend Alan impatient de voir comment Mash se comportera lors de son examen d'évaluation dans 2 temps. Pas longtemps après, le nouveau bébé naît et la famille décide de l'appeler Meola. Plus tard, Rodin revient d'une chasse avec Gerda et apporte de bonnes nouvelles imprévues. Apparemment, le chef les a convoqués tous. Le chef dit que le baron veut qu'ils augmentent leur livraison de sangliers de 10 à 15. Pour y arriver, il veut que les communs puissent participer à la chasse cette année. Druge pense immédiatement que cette demande est folle, surtout après ce qui est arrivé à Roden lors de la dernière chasse. Roden admet qu'il était prêt à refuser jusqu'à ce qu'il découvre que ce n'était pas une requête. C'était une ordre directe du baron lui-même, et s'ils ne peuvent pas livrer 15 sangliers d'ici l'hiver, l'Empire va engager de nouveaux cerfs d'autres régions. Alan comprend immédiatement les implications. Plus de cerfs signifie moins de terres disponibles, et cela mettrait en danger ceux qui ne chassent pas. Gerda intervient et dit que ce n'est même pas la pire partie. Apparemment, le baron attend qu'il livre 20 sangliers d'ici la fin de l'année prochaine. Roden pense que la seule façon de faire cela est d'augmenter la fréquence de la chasse plutôt que de suivre leur programme habituel d'une fois tous les 10 jours. C'est alors que Alan suggère qu'il devrait simplement suivre l'ordre du baron. Gerda le réprimande rapidement pour s'immiscer dans une conversation d'adultes, mais Roden l'arrête et permet à Alan de continuer. Alan explique que puisque c'est un ordre direct du baron, refuser n'est pas une option et même si les communs se révèlent inutiles, ils devront trouver une manière de rendre utile cette inutilité. Alan dit qu'en se basant sur son expérience avec les jeux, transformer des personnages sous-puissants en quelque chose de précieux et quelque chose qu'il maîtrise, il leur dit de lui faire confiance et de lui laisser gérer cela. Après tout, il a été béni de la sagesse d'Elmia, et si quelqu'un peut trouver une stratégie fonctionnelle, c'est lui. Le lendemain matin, Alan et Roden rejoignent un groupe de communs qui participeront à la chasse aux sangliers. Quand ils voient Alan, la plupart sont surpris de voir un si jeune garçon s'y joindre. Roden explique rapidement qu'ils suivront son méthode de chasse et Alan est là pour observer et acquérir de l'expérience. Alan assure poliment à tous qu'il ne sera pas un fardeau et incline la tête pour montrer sa gratitude de pouvoir s'y joindre. Bien qu'une partie de lui souhaite être plus impliquée, il sait que la priorité réelle est d'aider à former les nouveaux venus. Son objectif est de leur donner suffisamment d'expérience de terrain pour qu'ils puissent aider aux futures chasses car il ne veut pas que quelqu'un se blesse sérieusement comme son père lors de l'incident de sanglier l'année dernière. L'un des hommes s'approche discrètement de Roden et s'excuse pour la blessure qu'il lui a causée l'année précédente. Roden l'efface avec un sourire, lui disant de ne pas s'inquiéter à ce sujet.
Au lieu de cela, il rappelle au groupe de se concentrer sur la chasse d'aujourd'hui et de laisser le passé derrière eux. Avec cela, la porte du bois craque et le groupe commence leur approche. Quand ils entrent dans la forêt, Alan réalise soudainement que c'est la première fois depuis 7 ans qu'il sort de son village. C'est un petit pas significatif, donc peut-être que c'est le début d'un chemin qui mène à libérer sa famille de cette vie. Ce qui l'enthousiasme le plus, c'est l'idée de voir les montagnes blanches légendaires. Il y a une légende selon laquelle un dragon blanc mythique vit près de ces sommets et Alan a toujours rêvé de les voir, même de loin. Pas longtemps après, la chasse commence, tout le monde se divise en position tandis qu'un sanglier sauvage fracasse les buissons. Exactement comme prévu, l'équipe de Tentation entre en scène pour diriger la bête dans la bonne direction. L'équipe de tank suit, immobilisant la bête et empêchant qu'elle ne charge ou ne s'échappe. Puis, une fois qu'elle est encerclée, l'équipe d'attaque s'élance pour achever le travail. Alan observe tout cela avec une attention aiguë, réalisant que c'est la même formation et approche que son père et les vétérans utilisent depuis plus d'une décennie. La coordination, le timing, c'est un système bien huilé. Et en le voyant de près, il comprend à quel point c'est intelligent et efficace. Après que le sanglier est enfin abattu, le groupe de communs ne peut s'empêcher de ressentir une vague de fierté. Pour eux, réussir une chasse comme celle-ci ressemble à passer un test divin, c'est la preuve de leur croissance et de leur travail d'équipe. Alan suppose que puisque le sanglier était classé monstre de classe C, ils ont probablement accumulé une bonne quantité de points d'expérience. Curieux, il ouvre son grimoire pour vérifier ses propres statistiques, mais à sa déception, il constate qu'il n'a pas gagné un seul point. En y réfléchissant, il réalise que cela fait sens. Il n'a pas combattu, il a juste observé tout cela de côté. Même ainsi, il se sent satisfait de voir les autres progresser et commencer à se faire confiance. Une fois que les choses se calment, Alan engage une conversation informelle avec quelques villageois. Le sujet se tourne vers la viande de monstre et ils commencent à partager des histoires sur les créatures les plus délicieuses qu'ils ont jamais dépecées. Un des hommes, clairement un fan de cuisine de monstres, offre à Alan de l'aider à découper n'importe quelle bête qu'il amène. Alan prend note et décide rapidement de prendre cette offre. Il conduit l'homme vers sa réserve d'Alba Héron et demande s'il peut gérer le découpage. Bien sûr, l'homme n'a pas l'intention de travailler gratuitement. Donc Alan expose un marché. Pour chaque Alba Héron que l'homme traite, Alan lui donnera 2 sacs entiers de viande en paiement. L'offre est surprenante et l'homme accepte immédiatement sans hésitation. Alan a une raison claire pour cet arrangement. Il est toujours en train de rassembler 50 pièces d'or pour acheter sa famille de la servitude. S'il avait embauché un boucher professionnel, cela lui aurait coûté une petite fortune. Mais avec ce marché, il obtient le travail fait correctement sans gaspiller ses pièces précieuses. Peu de temps après, la chasse reprend. Cette fois-ci, il change de stratégie et décide de se diviser en unités plus petites plutôt que de rester ensemble. La nouvelle disposition leur permet de couvrir plus de terrain et de capturer 2 fois plus de sangliers en moitié du temps. Même ainsi, quelque chose continue de le perturber. Il ne comprend toujours pas pourquoi le baron pousse si fort pour récolter plus de sangliers cette année que jamais auparavant, mais les ordres sont les ordres. Et quand le baron parle, personne n'a vraiment la liberté de le contester. Soudain, l'un des sangliers charge droit sur eux. Goethe ne perd pas une seconde et saute en action, frappant la bête en plein front avec un coup massif qui l'abat immédiatement. Il crie ensuite aux nouveaux chasseurs de s'approcher et de terminer le travail. Ils font exactement cela et une fois de plus, ils sont remplis de fierté après avoir réussi encore une chasse réussie. La dernière fois, Alan n'avait pas vu de changement dans ses statistiques. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Il vérifie son écran de statut et est submergé par une vague de joie car ses statistiques ont augmenté et il est officiellement passé au niveau 3. Après y réfléchir, il comprend comment cela s'est produit. Le truc était simple, mais cela a fonctionné. Tant que l'une de ces créatures invoquées touche physiquement l'ennemi avant de mourir, le système compte qu'il fait partie du combat. Juste avant que le sanglier tombe, Alan invoque Denka et le sanglier finit par marcher dessus, faisant contact. Ce petit moment suffit à Alan pour gagner des expériences, bien que cela ait un coût. Denka est tué dans la foulée et alors que l'esprit de Denka monte, Alan murmure une excuse, mais profondément en lui, il sait que cela en valait la peine. Après 3 mois, Alan et Crin sont invités chez le chef pour célébrer la nouvelle année. Après la visite, ils retournent chez eux pour profiter convenablement du réveillon. La table est pleine de nourriture et Gerda et sa femme passent voir pour participer. Tous s'attablent, riant et profitant de l'ambiance chaleureuse. Pendant le repas, Gerda demande de manière détachée à Alan si le chef avait dit quelque chose à leur sujet. Alan hoche la tête et explique que le chef a personnellement remercié tous pour leur dur labeur. Roden avait prévu que le groupe atteindrait facilement le but de ramener 20 sangliers pour l'année, comme prévu. Alan ajoute que le chef était tellement satisfait de la façon dont les choses allaient que lui a donné une bouteille de liquide en récompense. Alan sait parfaitement combien Roden et Gerda aiment leur boisson et comment ils deviennent chiens bruyants
Une fois l'alcool en eux, donc il élabora une idée rusée pour utiliser cela à son avantage. Il propose un défi. S'il gagne, il peut officiellement rejoindre la prochaine chasse avec son arme et combattre comme l'un des équipes. Mais si Roden et Gerda gagnent, la bouteille est tout à eux. Aussitôt que Alan expose les règles, il réalise qu'ils se sont déjà engagés dans son piège. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. Leur envie de la bouteille est plus forte que leur prudence, donc ils acceptent de continuer. Ils demandent quel genre de concours il a en tête. Alan, gardant un visage calme, dit qu'il veut résoudre cela avec un duel de bras. Les deux, Roden et Gerda, sont surpris que Alan suggère même quelque chose comme ça. Pour eux, il semble évident que des hommes comme eux seraient beaucoup plus forts qu'un gamin de son âge. Toujours avec cette bouteille en jeu, ils décident néanmoins de jouer. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Alan est préparé. Il a économisé quelques cartes de renforcement de force juste pour un moment comme celui-ci. Avec ses dernières enjeux, il est sûr de pouvoir rivaliser même avec des hommes pleinement adultes comme Rodin et Gerda. Gerda monte en premier, confiant que cela sera terminé en quelques secondes. Au début, il ne prend même pas Alan au sérieux. Mais une fois qu'ils se serrent la main et que le match commence, les yeux de Gerda s'élargissent, alors qu'Alan a beaucoup plus de puissance qu'il ne l'attendait. Le gamin reste ferme, refusant de céder d'un pouce. Gerda lutte fort, s'efforçant de résister à la pression, mais Alan s'enfonce et finit par frapper sa main pour remporter la manche. Impressionné, Alan prend mental note. Le statut de force de Gerda est probablement entre 150 et 200. Puis c'est le tour de Roden et dès le début, Alan peut sentir que cela ne sera pas aussi facile. La force de Roden semble être dans une toute autre catégorie. Même avec tous ses buffs, Alan peine à suivre, mais Roden ne flanche même pas et il force lentement mais sûrement le bras d'Alan à descendre et remporte la victoire. En restant fidèle à sa parole, Alan remet la bouteille. Roden et Gerda acceptent avec de grands sourires et peu après, ils partagent tous des boissons et rient ensemble. Bien que Alan n'ait pas gagné le droit de rejoindre la prochaine chasse, le match n'a pas été totalement perdu. Il a acquis quelque chose aussi précieux, une meilleure compréhension de sa position. Maintenant, il sait que la puissance de Gerda est probablement autour du rang D, tandis que Rodin est plus près du rang C. Rodin lui dit ensuite qu'à moins qu'il ne puisse battre Rodin dans un défi de force, il n'y a aucune chance qu'il puisse rejoindre les chasses aux sangliers. Mais au lieu de se décourager, Alan prend cela comme une motivation. Il est plus motivé que jamais à s'entraîner davantage et à prouver sa valeur. Pas longtemps après, Alan remarque quelque chose de nouveau. Son niveau d'invoqueur a encore augmenté. Curieux de voir ce qui a changé, il sort rapidement son grimoire et l'ouvre. En feuilletant les pages de son grimoire, Alan est étonné par le nombre de nouvelles capacités qui se sont ouvertes. Mais une compétence en particulier attire son attention, c'est la capacité de visualiser les cartes de rang E à tout moment. Alan réalise immédiatement à quel point c'est incroyablement précieux. Avec un accès constant à ses cartes, il est confiant que sa force grimpera plus vite que jamais. En fait, il est déjà en train de penser à affronter de nouveaux Rodins et cette fois, il pourrait avoir une chance de gagner. Mais en continuant à parcourir les pages, quelque chose d'inhabituel attire son attention. Une nouvelle page est apparue, une qui certainement n'était pas là auparavant. Il tourne la page et trouve ce qui ressemble à une cavité creusée directement dans le papier. Après quelques tests rapides, il comprend. Il s'agit d'une capacité de stockage, il peut placer des objets dans le grimoire tant qu'il rentre dedans. Étrangement, l'intérieur s'étend bien au-delà de ce qu'il semble, rendant la poche beaucoup plus utile que sa taille ne le suggère. Ce qui perturbe vraiment Alan, c'est que la magie de stockage est considérée comme une compétence de niveau divin, ultra rare et extrêmement puissante. Donc pourquoi aurait-il subitement accès à cela maintenant ? Le timing ne semble pas aléatoire. C'est presque comme si quelqu'un ou quelque chose voulait qu'il reçoive cela exactement à ce moment précis. Le lendemain, Alan se lance dans le test de sa nouvelle capacité d'invoquer de rang E. Il sort une pierre magique et active la compétence. Le premier monstre qu'il invoque est un insecte, un papillon radiophonique avec des ailes scintillantes qui brillent dans la lumière. Il est inoffensif mais son aura magique est indéniable. Intrigué, il invoque à nouveau. Cette fois, un tigre sabré apparaît. Alan recule instinctivement dès qu'il le voit. Avec ses dents de griffes et son corps puissant, l'animal semble terrifiant. Mais après l'avoir observé pendant un moment, Alan réalise qu'il est complètement apaisé et non menaçant. Lentement, il s'habitue à sa présence et décide de l'appeler Tama, officiellement accueillant le tigre comme nouveau membre de son équipe croissante. Après cela, Alan essaie de fusionner deux de ses invoqués, mais rapidement rencontre un problème. Chaque fusion consomme une pierre magique et cette découverte change tout. S'il veut continuer à évoluer ses invoqués et pousser sa force en avant, il aura besoin d'un stock constamment renouvelé de pierres magiques et la seule façon qu'il connaisse de les obtenir est de tuer des sangliers cornus. La nuit, Alan aborde le problème des pierres magiques avec son père. À son désespoir, Roden brise la mauvaise nouvelle que les sangliers cornus ne montreront pas leur nez de sitôt. Un fossé défensif a été creusé autour du village il n'y a pas longtemps, coupant les routes habituelles des monstres. Cela signifie que l'approvisionnement facile de pierres magiques d'Alan est complètement épuisé. Frustré, il passe la nuit à réfléchir à d'autres options.
Le lendemain matin, tandis que Kraina est occupée à s'entraîner et bat Dogura, Alan se dirige vers Palomas. Il demande si elle connaît quelque chose aux pierres magiques. Palomas, bien informé sur ce sujet, explique que les pierres de rang D et C sont généralement trouvées dans la capitale royale et valent une bonne somme. Les pierres de rang E, en revanche, sont pratiquement inutiles et parfois simplement abandonnées. Pour illustrer son point, Palomas attrape une pierre au sol et la jette à Alan avant de s'éloigner. Cette simple action éclaire le feu dans le cœur d'Alan. Si les pierres de rang E sont aussi faciles à trouver, alors il n'a pas besoin de monstres, il peut les collecter lui-même. Avec l'aide des villageois, Alan commence à collecter. Sur le long terme, il construit une réserve solide de pierres magiques de rang E. En utilisant celle-ci, il invoque chaque monstre de rang E disponible. Exactement au moment où il termine l'invoque de la dernière, un sanglier sauvage surgit des bois, fonçant droit sur lui, mais son monstre invoqué réagit immédiatement, attaque et détruit le sanglier en un seul coup. Alan n'a même pas le temps de célébrer qu'un autre sanglier apparaît et que l'un de ses invoqués intercepte et neutralise la menace sans qu'il bouge. Puis il cligne des yeux et la scène entière disparaît, tout était une vision. Il ferme les yeux une fois de plus, plongeant dans la réflexion. 7 années longues en serviteur, sans mentor, sans manuel, seulement par essai et erreur et effort incessant. Tout ce qu'il a appris, il l'a découvert tout seul. Et maintenant, cela commence à faire sens. Chaque type d'invoqué a son propre objectif. Les insectes sont idéaux pour les débuffs. Les herbes fournissent la guérison. Les pierres spécialisent en défense. Les oiseaux excellent en surveillance. Les animaux de compagnie gèrent le combat direct. Ensemble, ils forment une équipe complète, tout ce dont un groupe traditionnel a besoin, contrôlé par une seule personne. C'est l'essence du pouvoir véritable d'un invoqueur et maintenant il comprend pourquoi il a été doté d'une capacité de stockage. Ce n'est pas aléatoire, elle est là pour qu'il puisse transporter la masse de pierres magiques dont son armée aura besoin. Et avec assez de créatures à sa disposition, Alan croit sincèrement qu'un invoqueur pourrait un jour surpasser même la puissance du démon roi. Plus tard, Gerda, Alan et Rodin assistent à une réunion précoce avec le chef de Boji. Au cours de la discussion, le chef leur dit que le baron a développé un intérêt marqué pour leurs récents accomplissements avec les chasses aux sangliers et parce que cela, il prévoit de venir en personne pour observer les chasses. L'expression de Gerda se tend dès qu'il entend cela, car c'est exactement le même baron qui a imposé d'abord cette quota exorbitante de sangliers et maintenant il prévoit de venir et de regarder tout cela se dérouler comme un grand spectacle organisé pour son amusement. De l'autre côté, Roden ne semble pas inquiet quant aux visites du baron. Au lieu de cela, il semble étonné de savoir pourquoi Alan a été appelé pour assister à la réunion en premier lieu. Le chef clarifie qu'ayant le baron qui viendra, il veut que Alan serve de guide. Alan sera chargé de montrer le chemin au baron, de le tenir occupé et de décrire comment les chasses sont organisées et exécutées. Giurta ne voit pas pourquoi Alan devrait porter cette charge et il questionne pourquoi le chef ne simple assigne son propre fils Palomas à gérer cela. Le chef répond que Palomas n'est pas le candidat idéal pour une telle tâche. Il lui a été dit que c'est la pensée Minrui de Niyi Jingli, Jiel Renwu, Xiaxu Fanyi Diego. Ils font exactement cela et une fois de plus, ils sont remplis de fierté après avoir réussi encore une chasse réussie. La dernière fois, Alan n'avait pas vu de changement dans ses statistiques, mais cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Il vérifie son écran de statut et est submergé par une vague de joie car ses statistiques ont augmenté et il est officiellement passé au niveau 3. Après y réfléchir, il comprend comment cela s'est produit. Le truc était simple, mais cela a fonctionné. Tant que l'une de ces créatures invoquées touche physiquement l'ennemi avant de mourir, le système compte qu'il fait partie du combat. Juste avant que le sanglier tombe, Alan invoque Denka et le sanglier finit par marcher dessus, faisant contact. Ce petit moment suffit à Alan pour gagner des expériences, bien que cela ait un coût. Denka est tué dans la foulée, et alors que l'esprit de Denka monte, Alan murmure une excuse, mais profondément en lui, il sait que cela en valait la peine. Après 3 mois, Alan et Crin sont invités chez le chef pour célébrer la nouvelle année. Après la visite, ils retournent chez eux pour profiter convenablement du réveillon. La table est pleine de nourriture et Gerda et sa femme passent voir pour participer. Tous s'attablent, riant et profitant de l'ambiance chaleureuse. Pendant le repas, Gerda demande de manière détachée à Alan si le chef avait dit quelque chose à leur sujet. Alan hoche la tête et explique que le chef a personnellement remercié tous pour leur dur labeur. Roden avait prévu que le groupe atteindrait facilement le but de ramener 20 sangliers pour l'année comme prévu. Alan ajoute que le chef était tellement satisfait de la façon dont les choses allaient que lui a donné une bouteille de liquide en récompense. Alan sait parfaitement combien Roden et Gerda aiment leur boisson et comment ils deviennent bruyants une fois l'alcool en eux, donc il élabora une idée rusée pour utiliser cela à son avantage. Il propose un défi.
S'il gagne, il peut officiellement rejoindre la prochaine chasse avec son arme et combattre comme l'un des équipes. Mais si Roden et Gerda gagnent, la bouteille est tout à eux. Aussitôt que Alan expose les règles, ils réalisent qu'ils se sont déjà engagés dans son piège. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. Leur envie de la bouteille est plus forte que leur prudence, donc ils acceptent de continuer. Ils demandent de quel genre de concours il a en tête. Alan, gardant un visage calme, dit qu'il veut résoudre cela avec un duel de bras. Les deux Roden et Gerda sont surpris que Alan suggère même quelque chose comme ça. Pour eux, il semble évident que des hommes comme eux seraient beaucoup plus forts qu'un gamin de son âge. Toujours avec cette bouteille en jeu, ils décident néanmoins de jouer. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Alan est préparé. Il a économisé quelques cartes de renforcement de force juste pour un moment comme celui-ci. Avec ses dernières enjeux, il est sûr de pouvoir rivaliser même avec des hommes pleinement adultes comme Rodin et Gerda. Gerda monte en premier, confiant que cela sera terminé en quelques secondes. Au début, il ne prend même pas Alan au sérieux. Mais une fois qu'il se serre de la main et que le match commence, les yeux de Gerda s'élargissent alors qu'Alan a beaucoup plus de puissance qu'il ne l'attendait. Le gamin reste ferme, refusant de céder d'un pouce. Gerda lutte fort, s'efforçant de résister à la pression, mais Alan s'enfonce et finit par frapper sa main pour remporter la manche. Impressionné, Alan prend mental note. Le statut de force de Jirta est probablement entre 150 et 200, puis c'est le tour de Roden et dès le début, Alan peut sentir que cela ne sera pas aussi facile. La force de Roden semble être dans une toute autre catégorie. Même avec tous ses buffs, Alan peine à suivre, mais Roden ne flanche même pas et il force lentement mais sûrement le bras d'Alan à descendre et remporte la victoire. En restant fidèle à sa parole, Alan remet la bouteille. Roden et Jirta acceptent avec de grands sourires et peu après, ils partagent des boissons et rient ensemble. Bien que Alan n'ait pas gagné le droit de rejoindre la prochaine chasse, le match n'a pas été totalement perdu. Il a acquis quelque chose aussi précieux, une meilleure compréhension de sa position. Maintenant, il sait que la puissance de Gerda est probablement autour du rang D, tandis que Rodin mais au lieu de se décourager, Alan prend cela comme une motivation. Il est plus motivé que jamais à s'entraîner davantage et à prouver sa valeur. Aucune chance. Pas longtemps après, Alan remarque quelque chose de nouveau. Son niveau d'invoqueur a encore augmenté. Curieux de voir ce qui a changé, il sort rapidement son grimoire et l'ouvre. En feuilletant les pages de son grimoire, Alan est étonné par le nombre de nouvelles capacités qui se sont ouvertes. Mais une compétence en particulier attire son attention, c'est la capacité de visualiser les cartes de rang E à tout moment. Alan réalise immédiatement à quel point c'est incroyablement précieux. Avec un accès constant à ses cartes, il est confiant que sa force grimpera plus vite que jamais. En fait, il est déjà en train de penser à affronter de nouveaux Rodin, et cette fois, il pourrait avoir une chance de gagner. Mais en continuant à parcourir les pages, quelque chose d'inhabituel attire son attention. Une nouvelle page est apparue, une qui certainement n'était pas là auparavant. Il tourne la page et trouve ce qui ressemble à une cavité creusée directement dans le papier. Après quelques tests rapides, il comprend. Il s'agit d'une capacité de stockage, il peut placer des objets dans le grimoire tant qu'il rentre dedans. Étrangement, l'intérieur s'étend bien au-delà de ce qu'il semble, rendant la poche beaucoup plus utile que sa taille ne le suggère. Ce qui perturbe vraiment Alan, c'est que la magie de stockage est considérée comme une compétence de niveau divin ultra rare et extrêmement puissante. Donc pourquoi aurait-il subitement accès à cela maintenant ? Le timing ne semble pas aléatoire, c'est presque comme si quelqu'un ou quelque chose voulait qu'il reçoive cela exactement à ce moment précis. Le lendemain, Alan se lance dans le test de sa nouvelle capacité d'invoquer de rang E. Il sort une pierre magique et active la compétence. Le premier monstre qu'il invoque est un insecte, un papillon radiophonique avec des ailes scintillantes qui brillent dans la lumière. Il est inoffensif, mais son aura magique est indéniable. Intrigué, il invoque à nouveau. Cette fois, un tigre sabré apparaît. Alan recule instinctivement dès qu'il le voit. Avec ses dents de griffes et son corps puissant, l'animal semble terrifiant. Mais après l'avoir observé pendant un moment, Alan réalise qu'il est complètement apaisé et non menaçant. Lentement, il s'habitue à sa présence et décide de l'appeler Tama, officiellement accueillant le tigre comme nouveau membre de son équipe croissante. Après cela, Alan essaie de fusionner deux de ses invoqués, mais rapidement rencontre un problème. Chaque fusion consomme une pierre magique et cette découverte change tout. S'il veut continuer à évoluer ses invoqués et pousser sa force en avant, il aura besoin d'un stock constamment renouvelé de pierres magiques et la seule façon qu'il connaisse de les obtenir est de tuer des sangliers cornus. La nuit, Alan aborde le problème des pierres magiques avec son père. À son désespoir, Roden brise la mauvaise nouvelle que les sangliers cornus ne montreront pas leur nez de sitôt. Un fossé défensif a été creusé autour du village il n'y a pas longtemps, coupant les routes habituelles des monstres. Cela signifie que l'approvisionnement facile de pierres magiques d'Alan est complètement épuisé. Frustré, il passe la nuit à réfléchir à d'autres options.
Le lendemain matin, tandis que Kraina est occupée à s'entraîner et bat Dogura, Alan se dirige vers Palomas. Il demande si elle connaît quelque chose aux pierres magiques. Palomas, bien informé sur ce sujet, explique que les pierres de rang D et C sont généralement trouvées dans la capitale royale et valent une bonne somme. Les pierres de rang E, en revanche, sont pratiquement inutiles et parfois simplement abandonnées. Pour illustrer son point, Palomas attrape une pierre au sol et la jette à Alan avant de s'éloigner. Cette simple action éclaire le feu dans le cœur d'Alan. Si les pierres de rang E sont aussi faciles à trouver, alors il n'a pas besoin de monstres, il peut les collecter lui-même. Avec l'aide des villageois, Alan commence à collecter. Sur le long terme, il construit une réserve solide de pierres magiques de rang E. En utilisant celle-ci, il invoque chaque monstre de rang E disponible. Exactement au moment où il termine l'invoque de la dernière, un sanglier sauvage surgit des bois, fonçant droit sur lui. Mais son monstre invoqué réagit immédiatement, attaque et détruit le sanglier en un seul coup. Alan n'a même pas le temps de célébrer qu'un autre sanglier apparaît et que l'un de ses invoqués intercepte et neutralise la menace sans qu'il bouge. Puis il cligne des yeux et la scène entière disparaît, tout était une vision. Il ferme les yeux une fois de plus, plongeant dans la réflexion. 7 années longues en serviteur, sans mentor, sans manuel, seulement par essai et erreur et effort incessant. Dans son cœur, il savait déjà où aller. Les montagnes blanches l'appelaient à Fienne depuis qu'il pouvait se souvenir. Un jour, il avait l'intention de chasser les dragons là-bas, et cette ambition brûlait en lui depuis des années. Granvel changea alors de sujet. Le roi prévoyait de mettre leur village en avant comme modèle pour tout le royaume. Pour cela, il nécessitait un compte-rendu détaillé de la façon dont les chasses aux sangliers avaient commencé. À la mention de cela, le visage de Rodin s'assombrit, donc Gerda expliqua doucement que ce souvenir portait une charge émotionnelle pour lui et demanda la permission de parler à sa place. Granville y consentit sans hésitation et Gerda commença à raconter le passé. 13 ans plus tôt, presque 100 serfs venus de villages voisins avaient été transférés sur leurs terres. C'était parti d'un décret de réhabilitation, une ordonnance royale visant à cultiver des terres inutilisées. Les colons travaillèrent à 200 relâches pendant 6 mois entiers, ils coupèrent des arbres, labourèrent la terre et semèrent leur première culture. Progressivement, leur dur labeur porta ses fruits, les champs commencèrent à prospérer et pour la première fois, leur avenir semblait lumineux. Puis tout s'effondra en un instant, une gigantesque bête sylvestre sortit du néant et déchira directement les champs. Elle écrasa les cultures qu'ils avaient nourries pendant des mois, réduisant toute récolte à néant. Ainsi, tous leurs efforts disparurent en un seul raz-de-marée, le coup les découragea et l'abattement s'installa dans le village, et dans ce moment sombre, Roden proposa un projet audacieux. Au lieu de craindre les sangliers, il les chasserait. À l'époque, ils n'avaient pas de vraies armes ni d'équipements raffinés. Toujours est-il qu'ils rassemblèrent ce quels outils rudimentaires ils pouvaient trouver, se réchauffèrent mutuellement et par la solidarité et la détermination pure, ils abattirent leur premier sanglier. Une fois l'histoire terminée, Granvel ne comprenait pas pourquoi Rodin avait hésité à la raconter. À ses yeux, c'était un témoignage de bravoure et de résilience, quelque chose digne de fierté. Gerda expliqua doucement que pendant cette première chasse, l'un de leurs compagnons avait perdu la vie et que ce poids de la mort n'avait jamais quitté Rodin. Gerda avoua qu'elle avait répété à Rodin de ne pas porter la responsabilité, mais Rodin tenait obstinément à son sentiment de culpabilité. Granvel acquiesça avec compréhension et s'excusa de rouvrir une blessure ancienne. En guise de bonne volonté, il décida de récompenser Rodin. Il lui invita à formuler un souhait, promettant de le réaliser quoi qu'il soit. L'instant où Alan entendit cela, une excitation s'alluma en lui. Cela sentait comme une chance inattendue. Il pensait que Rodin pourrait demander quelque chose de modeste, peut-être plus de vin pour le village. Au lieu de cela, Rodin le surprit. Il demanda à Granville de permettre à Alan de travailler au domaine. Alan sentit son estomac tomber dès qu'il l'entendit. Ce n'était pas l'avenir qu'il avait imaginé. S'il était lié à des tâches routinières au domaine, ses ambitions de voyager seraient arrêtées avant même de commencer. Le travail au domaine l'ancrerait sur place, retardant chaque rêve qu'il portait. Avant qu'Alan puisse même répondre, Granville dit à Rodin que les capacités d'Alan dépassaient celles d'un simple ouvrier. Au lieu de simples tâches au domaine, il suggéra que Alan serve de majordome personnel à la famille Granville. Le rôle le placerait au sein de leur maison en leur servant directement. Rodin resta muet. Cette offre n'était pas anodine, elle signifiait confiance et estime. Alan ne serait pas seulement employé là-bas, il appartiendrait à l'intimité de la résidence. La réaction de Cécile, de son côté, était loin d'être enthousiaste et son expression montrait clairement qu'elle ne soutenait pas l'arrangement. Tandis que les pensées d'Alan tourbillonnaient rapidement à la recherche d'une façon de refuser, la liberté comptait plus que tout, mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de son père, il vit de la fierté et de la joie pure briller là-dedans. Cette décision promettait stabilité et progression pour toute leur famille. Alors en fin de compte, Alan avala sa hésitation et accepta la proposition. Le lendemain matin, tout était mis en place pour le départ d'Alan vers le domaine du baron.
L'ensemble du village se rassembla pour l'envoyer. L'ambiance était lourde, surtout pour son frère cadet Mash, qui ne tenta même pas de contenir ses larmes et avoua qu'il allait le regretter terriblement. Sa petite sœur Mayola était encore trop jeune pour comprendre ce que cela signifiait, donc elle se tenait simplement là, silencieuse, observant avec des yeux calmes et grands. Kraina ressentait cela aussi et ne tenta pas de cacher que cela la frappait fort. Et comme leur manière de dire au revoir, ils convinrent d'un dernier duel, de la même manière qu'ils avaient réglé des choses de nombreuses fois auparavant. Les villageois formèrent un large cercle autour d'eux, les yeux fixés sur le combat. Alors que l'échange continuait, des murmures commencèrent à se répandre parmi la foule. Quelque chose était différent. Allen prenait progressivement le contrôle. Généralement, Kraina dominait ses combats et en sortait toujours vainqueur. Cette fois-ci, cependant, la marée changeait et la raison était quelque chose qu'Allen avait gardé secret. Il avait dépensé 20 pierres magiques pour créer un faucon, et ce familier fabriqué avait affûté sa vitesse et ses réflexes de manière dramatique. Il bougeait plus net, plus rapide et plus précis que jamais. Et avec cet avantage, il réussit non seulement à suivre Kraina, mais à la dépasser. Quand cela se termina, Allen était le vainqueur, mais il ne l'accepta pas immédiatement. Il déclara qu'il s'agissait d'un match nul et dit qu'il finirait correctement la prochaine fois. Kraina sourit à cela, visiblement apaisé par son choix des mots. Après cela, Dogor s'avança vers lui sans beaucoup de paroles. Il posa simplement un poignard dans la main d'Alan en guise de cadeau d'adieu. Il ne dit pas ce qu'il ressentait, mais c'était assez évident. Il évita de le regarder dans les yeux et tourna les talons presque immédiatement après avoir remis le poignard. Il ne restait plus que le véritable adieu. Tout le village se rassembla une nouvelle fois tandis que Alan marchait à côté de ses parents vers les portes. Ils lui rappelèrent qu'il était assidu et talentueux, mais l'avertirent de ne pas s'overfatiguer. Ils lui dirent de s'appuyer sur les autres quand nécessaire et de veiller à son bien-être. Lorsqu'ils atteignirent à l'entrée, l'adieu fut court. Pas de discours dramatique, pas de larmes tirées, tout ce qui comptait était déjà clair sur leur visage. Alan monta alors dans le carrosse du baron et lorsque les roues commencèrent à rouler et que le village commença à se rétrécir derrière lui, il se retourna pour un dernier regard. Les maisons, les champs, les silhouettes familières de ceux qui l'avaient façonné, tout lentement s'estompa dans la distance. Une larme coula sur sa joue, pas seulement de tristesse mais aussi de libération et de résolution. Il savait que cela n'était pas une fin, mais simplement le début de quelque chose de plus grand. Quelques jours plus tard, Alan entreprend son nouveau rôle de majordome et se dirige vers le domaine Grand-Belle. Et il est immédiatement frappé par la taille et la splendeur du lieu. Il n'a jamais foulé un endroit aussi raffiné auparavant, donc toute la scène l'atteint d'un coup, mais son moment d'étrangeté ne dure pas longtemps parce que Cécile ne perd pas de temps à le mettre au travail, montant sur ses épaules et traitant lui comme un échelon pour pouvoir attraper des fruits suspendus à une branche haute. Alan est sérieusement irrité et envisage presque de la faire tomber là, mais il retient ses émotions car l'avenir de toute sa famille repose sur lui, conserver ce poste, et une erreur maladroite pourrait tout ruiner. Une fois qu'elle est descendue, elle a pris une bouchée du fruit et a aussitôt fait une grimace parce qu'il est extrêmement amer. À ce moment-là, une airship plane au-dessus d'eux et c'est la première qu'Alan voit en personne. Il est complètement ébahi car il n'a lu que sur les airships dans des livres avant. Donc de les voir avec ses propres yeux le remplit de pure excitation et de joie. Même s'il vient à peine de s'installer, il commence à penser que travailler comme majordome ne serait peut-être pas aussi terrible qu'il l'avait imaginé. Le lendemain matin, Alan se réveille motivé et prêt à assumer ses responsabilités de la bonne manière. Il descend dans les quartiers des serviteurs où il est introduit au chef des majordomes, un homme détendu et facile à vivre nommé Rickle. Dès qu'Alan le salue, Rickle demande comment les choses vont avec Cécile. Un regard sur le visage d'Alan lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Rickle lui donne un regard compatissant et mentionne que la vie serait beaucoup plus simple si Alan avait été assigné comme garçon de salle plutôt que comme majordome. Encore incertain sur ce qui sépare les deux rôles, Alan décide de demander une explication claire. Rickle explique calmement que le domaine a une hiérarchie claire des serviteurs, divisée principalement en catégories supérieures et inférieures. Même si les majordomes tombent sous la catégorie inférieure, ils sont reconnus comme faisant partie de la maison et sont impliqués dans les affaires familiales avec courtoisie et respect approprié. Les garçons de salle, quant à eux, appartiennent également à la catégorie inférieure mais ne sont pas considérés comme faisant partie de la maison. Ils sont des aides temporaires qui interviennent quand nécessaire et ne tiennent aucune place dans la famille. Alan est choqué d'apprendre que certains serviteurs sont reconnus comme faisant partie de la famille royale et participent à ses affaires internes. Après avoir entendu tout cela, il comprend enfin pourquoi son père avait pleuré de joie excessive. Granvelle ne lui a pas simplement donné un emploi, il lui a accordé une place au sein de la famille elle-même, offrant une reconnaissance et un honneur qui ont vraiment du poids et de la signification. Pas longtemps après, Alan sert le petit déjeuner à la famille royale, posant chaque assiette avec soin et ajustant chaque détail pour s'assurer qu'il convient à leur goût. La première dame est immédiatement impressionnée par la rapidité avec laquelle Alan s'est adapté à son rôle. Elle n'imaginait pas que quelqu'un qui était autrefois un serf pouvait se comporter avec autant de grâce, de vigilance et de précision.
Granvelle, remarquant à quel point Alan travaille dur, mentionne casualement qu'Alan n'a pas un don, ce qui immédiatement attire l'attention de Cécile. Elle saute à l'occasion de montrer son talent, fièrement annonçant qu'elle possède le don de sorcière, tandis que son frère Mihai détient celui de l'escrimeur. Granvelle, la scoldant rapidement, lui rappelle fermement que vanter ses dons est inacceptable, ce qui la met mal à l'aise et la fait corriger sa phrase. Peu de temps après, l'un des enfants de Granvelle, Thomas, commence à pleurer car il aussi manque un don comme Alan. Granville le console gentiment, rassurant qu'il pourra toujours s'inscrire au collège des nobles à la capitale royale. Il explique qu'il même est né sans don, c'est pourquoi il a suivi le collège des nobles, et c'est là qu'il a rencontré leur mère et construit sa famille. En entendant cela, Thomas fait de son mieux pour relever le moral, encouragé par l'histoire de son père et ses assurances constantes. Avec la tension dissipée, Alan profite de l'après-midi libre et décide de se promener dans la ville pour regarder autour de lui. Il est immédiatement étonné par la taille et le développement de la ville comparativement à son petit village. En explorant, son regard tombe sur la guilde des aventuriers et il se dirige rapidement à l'intérieur pour demander des informations sur la possibilité de devenir aventurier. Lorsqu'il dit à la réceptionniste qu'il a seulement 8 ans, elle informe calmement qu'il faut au moins 18 ans et secoue la tête. Refusant de laisser cela écraser son ambition, Alan décide que cela ne l'empêchera pas de poursuivre ses objectifs de chasseur de monstres. Il se dirige vers le tableau d'affichage et commence à recueillir des informations sur les monstres proches, étudiant attentivement les annonces et notant les créatures qui apparaissent souvent, y compris les rumeurs sur le dragon blanc légendaire. Tandis qu'Alan scrute attentivement le tableau, un aventurier nommé Raven s'approche et lui dit brutalement de partir, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de place pour un enfant ici. Alan presque recule mais réalise que c'est la chance parfaite pour apprendre de quelqu'un ayant une expérience pratique. Avec quelques questions astucieuses et des subtilités, il parvient à extraire des détails précieux sur les monstres listés, y compris leurs capacités, leurs schémas de comportement et leurs faiblesses. À peine terminées, les équipes de Raven arrivent, faisant clairement comprendre à Alan qu'il devrait partir. Il quitte avec une satisfaction tranquille, sûr qu'il a recueilli exactement ce dont il avait besoin pour poursuivre son objectif suivant. Le lendemain, Alan se dirige vers les portes de la ville pour sortir, mais un des gardes l'arrête avant qu'il puisse passer. Sans hésitation, il montre son laissez-passer de majordome, et une fois que le garde reconnaît sa validité, il s'efface immédiatement et ouvre la porte. Après avoir marché une distance raisonnable, Alan réalise avec légère frustration qu'il n'a pas rencontré un seul monstre. Donc il décide qu'il devra les chercher activement. Agissant rapidement, il appelle 5 Hawks et les envoie voler pour explorer la zone environnante à la recherche de toute trace de monstre. Bientôt, l'un des Hawks revient, signalant qu'il a trouvé quelque chose. Suivant la direction du Hawk, Alan bientôt repère un petit groupe de gobelins. Il ne perd pas de temps et appelle 5 tigres sabreurs qui foncent et déchirent les gobelins sans effort. Alan termine même le coup de grâce sur l'un d'eux en lançant une pierre, éclatant de rire devant sa petite mais satisfaisante victoire. La destruction du groupe lui rapporte 1000 fois paix et il se sent ravi de voir à quel point les choses vont bien. Il rassemble ensuite les pierres magiques laissées derrière et les stocke soigneusement avant d'ordonner aux Hawks de continuer à chercher d'autres proies. Pas longtemps après, les Hawks localisent un autre groupe de gobelins et Alan utilise le reste de ses appels pour les éliminer proprement. Un après l'autre, les monstres tombent, et à la tombée de la nuit, Alan a accumulé plus de 16 000 fois paix. Il saute d'excitation, appelant cela la meilleure journée de congé depuis qu'il a levelé 2 fois. Avec les points d'expérience, il gagne des buffs puissants pour ses appels et apprend plus sur les pierres magiques et les schémas de comportement des monstres de classe D. Même quand la nuit tombe, il se sent énergisé et demande aux Hawks de trouver un autre objectif. Mais cette fois, les Hawks refusent, car la nuit rend difficile la vision claire, et c'est alors qu'il réalise qu'il avait été dépendant des Hawks pour le guider, et maintenant il est complètement perdu dans la forêt. Mais après un moment de lutte, il finit par retrouver son chemin chez lui. Un mois environ plus tard, il visite l'un des ateliers de forge de la ville pour acheter des balles de fer pour la chasse. Il paie 60 pièces d'argent en tout, se sentant fier d'avoir atteint le niveau 12 en si peu de temps. Après avoir marché toute la journée dans la ville, Alan finit par rentrer au domaine et trouve Sébastien qui l'attend. Sébastien lui informe que Granvelle veut le voir. Alan se rend dans le bureau de Granvelle, où ce dernier louange son travail impeccable en tant que majordome. Mais il exprime aussi des inquiétudes concernant comment Alan passe ses jours de congé, soulignant qu'il part toujours à l'aube et ne rentre que la nuit. Alan comprend pourquoi ils sont inquiets, donc il choisit de tout dire honnêtement. Il leur dit qu'il passe ses heures libres à traquer et à abattre des monstres. Chasser est pratiquement dans ses veines, étant le fils d'un chasseur de sangliers, et cela honnête Granvelle. Il avait pensé que Alan gaspillait juste ses pauses en s'amusant, donc cela le surprend de manière positive.
Pour formaliser cela, ils décident que chaque morceau de viande que Alan ramène sera acheté pour une pièce d'argent. Alan ne peut pas cacher sa joie, réalisant qu'il peut poursuivre ce qu'il aime et être payé pour cela en même temps. 6 mois plus tard, Alan est de nouveau dans la forêt, prêt à éliminer plus de gobelins comme toujours. Soudain, ses Hawks plongent vers lui, clairement nerveux et plus tendu que d'habitude. Quand il sent quelque chose clocher, Alan file dans la direction qu'ils indiquent et découvre Raven et son équipe entourés de gobelins. Raven est déjà gravement blessé, tenant à peine, tandis que Rita et Milcy luttent pour maintenir les attaquants à distance. Alan examine la scène un moment et décide que l'appellation de ces créatures devant eux créerait seulement de la panique, donc il décide de gérer cela lui-même cette fois-ci. Il et Rita synchronisent parfaitement, frappant en rythme et abattant ensemble les derniers gobelins. Pour Alan, le combat semble presque trop facile maintenant. Il s'est renforcé considérablement, sa force et sa souplesse dépassant 300, rendant les monstres de classe D des cibles de chauffage. Une fois les gobelins tombés, l'état de Raven semble critique et Alan sait qu'il n'a pas le temps de hésiter. Il sort une fleur de guérison et la presse contre les blessures de Raven. En un instant, les blessures se referment et Raven est restauré comme si rien ne s'était passé. Raven reconnaît Alan comme le jeune homme qu'il avait vu à la guilde des aventuriers il n'y a pas longtemps et lui remercie sincèrement pour avoir sauvé sa vie. Juste avant de partir, le groupe l'appelle de nouveau, insistant qu'ils lui doivent quelque chose pour son aide. Alan n'est pas intéressé par de l'argent ou des louanges, donc il demande simplement qu'il collecte 100 pierres magiques de classe E pour lui. Ils y consentent sans hésitation et promettent de les avoir prêtes dans une semaine. Après qu'ils se soient séparés, Alan se tourne vers Hawkins et questionne pourquoi il a dépassé la limite stricte de 3 km qu'il avait fixée, mais lorsqu'il remarque l'expression de Hawkins, il comprend. Le Hawk avait dépassé la limite parce qu'il voulait aider les aventuriers en danger. Alan avait toujours supposé que ces créatures étaient juste des outils obéissants, suivant des ordres, mais maintenant il comprend qu'elles ont leur propre volonté et émotion. Reconnaissant cela, il caresse doucement le sommet de la tête de Hawkins et s'excuse pour avoir crié plus tôt, faisant clairement comprendre qu'il n'avait jamais voulu être si dur avec lui. Hawkins accepte et la connexion entre eux semble plus profonde que jamais. Avec tout réglé, Alan retourne à son rôle de majordome, tolérant à nouveau Lady Cecil, utilisant lui comme un échelon humain pour qu'elle puisse atteindre une conserve de confiture sur le plus haut étagère. Il le fait sans plainte, continuant à jongler entre son rôle de service et d'aventure avec la même détermination qu'il montre toujours. Plus tard, la famille se réunit pour le déjeuner et Xenoph ne peut cacher sa surprise par la qualité délicieuse de tout. Cecil brille de fierté, expliquant que le plat a été préparé avec des lapins cornus que Alan a capturés lui-même. Xenoph loue les capacités d'Alan, bien qu'il dise que c'est naturel pour le fils d'un guerrier expérimenté comme Rodin d'avoir ce genre de talent. Il mentionne aussi que le village Kraina a réussi à remplir la quota annuelle de 20 sangliers, et Alan est ravi d'entendre cela, bien qu'il n'ait jamais douté qu'ils auraient réussi. Soudain, Thomas se demande pourquoi ils n'ont pas mangé de viande de sanglier si la quota a été remplie, surtout qu'il s'agissait autrefois de la star des repas d'hiver, mais ils n'en ont pas goûté cette année. Alan est surpris par cela, mais il suppose que le roi doit avoir été celui qui a ordonné d'augmenter la quota, ce qui signifie que toute la viande a probablement été envoyée directement à la capitale. Puis Thomas demande à Alan s'il pourrait chasser un cerf-blanc pour leur prochain déjeuner, ce qui immédiatement fait que tout le monde hurle qu'il fait une demande ridicule. Après tout, abattre un cerf blanc n'est pas une tâche simple, toujours est-il, à la grande surprise de tous, Alan accepte sans hésitation. Il a eu envie de quelque chose de plus excitant récemment, et si un cerf blanc est de classe C, cela ne devrait pas être trop difficile pour lui. Le lendemain matin, Alan entreprend sa randonnée dans la forêt, et après avoir creusé un fossé profond dans la neige, il s'éloigne pour chercher un cerf blanc. Lorsqu'il en trouve un, il appelle 4 grenouilles pour servir de tentation. Activant leurs compétences de provocation, les grenouilles rapidement attirent de l'attention du cerf, le faisant charger droit sur elle. Juste avant l'impact, Alan renvoie les grenouilles et les réappelle instantanément ailleurs. Il répète ce tour de magie plusieurs fois, guidant tranquillement le cerf exactement où il veut qu'il aille. Finalement, le cerf s'élance et tombe directement dans le piège qu'il avait préparé. Et maintenant qu'il est coincé, achever la tâche est une tâche facile. À peu près 1 heure plus tard, le chaos éclate à la maison lorsqu'un grand cerf blanc apparaît soudainement devant la porte principale. Les serviteurs paniquent et se préparent à attaquer, mais juste avant qu'ils ne bougent, ils entendent une voix provenant sous la bête. Un second plus tard, Alan sort de dessous elle. Il a été facile de la faire tomber et la chasse lui a rapporté plus de 2000 XP, mais traîner cette chose immense jusqu'à la maison tout seul était sérieusement fatigant. Il demande aux serviteurs d'aller chercher Thomas car il a particulièrement chassé ce cerf pour lui. Bientôt, toute la famille court dehors pour voir ce qui se passe et Granvelle est stupéfait que Alan ait réussi.
Thomas est ravi à l'idée de pouvoir manger du cerf pour la nouvelle année, tandis que le reste de la famille essaie encore de digérer ce qui vient de se passer. Granville ne peut s'empêcher de se demander si Alan n'est pas vraiment sans talent, parce qu'il n'y a aucune chance qu'un enfant ordinaire de 8 ans puisse vaincre un monstre de classe C seul. Avec cela en tête, il décide que Alan doit être évalué à nouveau dès qu'il le pourra. Un court moment plus tard, Alan est convoqué à une réunion avec Sébus, où il est informé qu'il est promu au poste de chasseur. Dans ce nouveau rôle, Alan sera responsable de fournir la maison avec de la gibier et de veiller s'il y a des menaces de monstres sur l'exploitation. En retour, il sera payé 100 pièces d'argent chaque mois, ce qui est le double de ce qu'il gagne actuellement. Sur le papier, cela semble être un bon marché, mais Alan réalise rapidement ce qui se passe vraiment. Il tente d'éviter de payer la valeur marchande complète pour les créatures puissantes qu'il abat. Ce cerf valait plus de 100 pièces d'argent et lui donner un salaire fixe est beaucoup moins coûteux que de payer individuellement chaque monstre. Alan ne s'inquiète pas trop de manquer cette petite somme supplémentaire tant qu'il peut chasser quand il le souhaite. Mais juste avant qu'il ne parte pour commencer, Sébas l'arrête. Il rappelle à Alan qu'il a toujours ses responsabilités habituelles en tant que valet de Cécile, ce qui signifie qu'il est autorisé à chasser seulement une fois par semaine. La nouvelle le frappe durement et Alan ne peut masquer sa déception, mais se plaindre ne ferait qu'affaiblir son image, donc il avale sa colère et accepte l'arrangement. Pas longtemps après, Alan accompagne Cécile à la gare pour accueillir Mihai, qui revient enfin de l'académie pour rendre visite à la maison. C'est la première fois que Alan voit de près une navette aérienne et il ne peut s'empêcher d'être fasciné par la façon dont elle fonctionne. Cécile, de son côté, ne s'intéresse pas du tout au mécanisme. Et le moment que Mihai pose le pied sur le sol, elle se précipite vers lui et l'enlace, enthousiaste à l'idée de combien elle l'a manqué. Elle demande pourquoi il n'est pas revenu l'été dernier comme il l'avait promis. Mihai avoue avoir fait cette promesse, mais des circonstances imprévues ont empêché cela, et il s'excuse sincèrement pour avoir déçu. Alan s'avance ensuite et propose de porter les bagages de Mihai pendant que Cécile l'introduit comme son valet personnel. Mihai paraît gentil et percutant, et après un seul regard à Alan, il reconnaît son potentiel et le dit ouvertement. Alan se sent soulagé que Mihai soit raisonnable, car gérer une autre personnalité comme celle de Cécile aurait été épuisant. En observant les frères interagir naturellement, il se demande discrètement comment va sa propre famille ces jours-ci. Plus tard dans l'après-midi, Alan sort chasser quelques créatures pour le déjeuner, et quand il revient, le personnel de cuisine est ravi, louant la fraîcheur et la qualité des ingrédients et exprimant leur gratitude pour son effort. Alors qu'il va ranger la viande, il remarque que Mihai s'entraîne avec Zinov dans le jardin. Malgré son jeune âge de 16 ans, Mihai montre des compétences impressionnantes, surtout en parvenant à suivre quelqu'un comme Zenoth. Toutefois, la différence en puissance brute est évidente, et finalement Mihai est contraint de reconnaître sa défaite. Tout le monde félicite Mihai pour sa performance, mais ensuite Cécile voit Alan ramener sa prise de la journée, et elle immédiatement complimente son exploit de réussir à abattre quelque chose d'aussi impressionnant. Il est indéniable que cela a pris des compétences sérieuses pour abattre un monstre pareil, et puisque le temps est libre, Mihai demande à Alan s'il veut s'entraîner aussi. Xenov jette un coup d'œil à Granvel pour l'autorisation, et quand Granvel ne montre aucune objection, Xenov donne à Alan son épée afin qu'il puisse entrer dans le combat. Alan est excité car c'est sa première fois tenir une lame de mithril et il n'a pas sparé depuis longtemps, donc il est prêt. À ce moment-là, ses statistiques sont ajustées pour la chasse, pas pour le combat direct. Mais avec tous les gains de niveau récents cumulés, il est confiant que sa configuration actuelle peut gérer cela. Le combat commence et Alan commence par tirer, ne voulant pas blesser Mihai. Mais dès que leurs épées se croisent pour la première fois, Alan comprend quelque chose. Ce type n'est pas à prendre à la légère. Mihai a passé des années à s'entraîner et à étudier à l'Académie Royale, et cette expérience se fait sentir dès que deux aciers se rencontrent. Donc même si Alan peut rivaliser en puissance brute, sa technique est encore de niveau débutant au mieux, ce qui signifie qu'il n'a jamais eu vraiment de chance. À la fin du duel, tout le monde reprend immédiatement à féliciter Mihai pour sa force, bien que Cécile assure également Alan pour avoir réussi à tenir pendant une bonne durée. Thomas demande à Mihai comment il est devenu aussi fort et Mihai explique qu'au cours de l'été dernier, il a été assigné à nettoyer un donjon comme projet et cette épreuve l'a poussé à un tout autre niveau. Cécile réalise que c'est pourquoi il ne pouvait pas venir l'été dernier et elle se sent un peu coupable de ne pas savoir, mais Alan est trop occupé à imaginer à quel point la formation de l'académie doit être folle. Cécile demande ensuite à Mihai s'il prévoit de rester plus longtemps, mais malheureusement il doit retourner à l'académie dans quelques jours et ne reviendra que l'été prochain. Sans prévenir, Alan demande à Mihai de s'entraîner avec lui à nouveau lorsqu'il reviendra, et Mihai accepte sans hésitation. Il lui donne une poignée ferme et lui demande de prendre soin de Cécile jusqu'à là, et Alan n'a pas le choix que d'accepter, bien qu'il calcule déjà mentalement le moyen le plus rapide de s'en sortir sans déshonorer son père.
Pas longtemps après, le vicomte Carnal fait un saut voir Granvelle et aussitôt, il commence à lancer des insultes subtiles sur le fait que ce lieu ne fait que ressembler à une banlieue oubliée. Granvelle l'écoute avec un sourire, mais la tension entre eux est évidente. Ces deux-là ne peuvent vraiment pas se supporter. Alan apporte personnellement à Carnal son repas et Carnal s'éclate, convaincu qu'il est enfin en train de goûter la célèbre viande de sanglier que Grain a supposé garder en réserve. En réalité, c'est simplement une lièvre cornue que Alan a chassée lui-même. Et la partie drôle est que Carnal ne peut même pas distinguer la différence. Les familles Carnal et Granvelle ont été rivales pendant des siècles. Actuellement, les terres Carnal prospèrent, tandis que celles de Granvelle traversent une grave récession économique. La raison en est la montagne du Dragon Blanc, et chacune des deux territoires se trouve de part et d'autre. La montagne est riche en mithril, donc chaque côté a établi plusieurs mines pour en tirer profit. Le problème est que le dragon niché au sommet est actuellement installé du côté de Grand-Bel, ce qui rend impossible l'exploitation de leurs mines, ce qui a brisé leur économie. Ce n'est pas toujours ainsi, car le dragon est imprévisible et change régulièrement de nid tous les 100 ans environ. Chaque fois qu'il change de côté, l'équilibre de pouvoir entre les deux territoires est complètement inversé. Finalement, Granvelle demande à Carnal pourquoi il est venu, car il est clair qu'il n'est pas venu juste pour échanger des remarques insignifiantes. Carnal est tellement absorbé par son repas qu'il presque oublié de mentionner cela. Puis il mentionne de manière détachée que sa fille aînée a récemment terminé son examen et qu'il voulait personnellement annoncer la nouvelle. Alan immédiatement suppose que la fille de Carnal doit avoir réveillé un talent extraordinaire et que celui-ci est venu ici pour en vanter les mérites. Au lieu de cela, Carnal annonce que sa fille n'a aucun talent du tout. Ce seul fait est étrange, mais ce qui rend la situation encore plus confuse est comment Carnal rappelle moquamment Granvelle que 2 de ses 3 enfants possèdent des talents. Granvelle riposte, soulignant que Carnal a aussi un fils aîné avec un talent, ce qui signifie que les deux familles doivent encore assumer les responsabilités nobiliaires dont on voit l'avenir. Après ce échange tendu, Carnal quitte la pièce et Alan est complètement perplexe quant à ce que la conversation entière visait, bien qu'il arrive à comprendre que la vie noble est loin d'être aussi glamour qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard, lors de l'une de ses journées libres, Alan rencontre le groupe qu'il avait aidé précédemment. Il demande leur avis car il envisage de prendre en charge quelques monstres de classe C. Il a déjà éliminé plus de 10 000 gobelins dans la forêt et le grindage de créatures de classe D ne présente plus de défis. Le groupe le prévient que les monstres de classe C sont sur un tout autre niveau et beaucoup plus dangereux que ce à quoi il est habitué. Alan comprend le risque, ce qui est exactement pourquoi il veut collecter autant de connaissances possibles avant de se lancer dans sa prochaine chasse sérieuse. Un petit moment plus tard, Alan est en train de vagabonder dans la forêt lorsqu'un de ses oiseaux remarque un monstre de classe C et immédiatement s'envole pour l'avertir. Alan sort pour vérifier et découvre un orque endormi sous un arbre. C'est une excellente occasion de frapper, alors il libère une meute de tigres et attaque l'orque sans hésitation. L'orque tente de résister, mais Alan a trop de sorts pour qu'elle puisse le gérer. Et avant longtemps, elle s'effondre. Après l'avoir éliminé, Alan tranche la carcasse pour extraire la pierre magique. Il se sent vraiment satisfait d'avoir abattu un monstre de classe C sans avoir besoin de pièges. Toujours, il se rappelle rapidement de rester humble car il n'est pas encore assez fort pour affronter Mihai et se montrer arrogant serait une erreur stupide. Juste à ce moment, l'un de ces oiseaux signale qu'un autre monstre de classe C est proche et qu'il s'agit d'un fourmi armé. Alan hésite un moment car il se souvient que Raven a failli perdre la vie contre l'un de ses trucs. Mais il ne peut pas reculer maintenant car la fourmi a déjà repéré sa présence. Sans autre option, Alan envoie ses tigres, mais leurs griffes ne peuvent pas briser la carapace épaisse de la créature, obligeant Alan à trouver un autre plan. Il décide d'utiliser ses sorts de papillon pour essayer de l'endormir. Une fois que l'armée se retourne sur le dos, Alan saute sur son ventre et tente de l'embrocher, mais même avec une puissance d'attaque dépassant 400, son épée refuse de percer. L'armée commence à se réveiller et Alan panique, répétant de nombreux coups, jusqu'à ce qu'il finisse par briser la carapace et mettre fin à la lutte. Il est soulagé que cela soit terminé, bien qu'il soit troublé par le fait que malgré être tous deux de classe C, l'armée a exigé beaucoup plus d'efforts que l'orque car elle est pratiquement résistante aux dégâts physiques. Il ne peut s'empêcher de penser que la magie pourrait avoir rendu la bataille plus facile, et puis il comprend que son statistique d'intelligence est incroyablement élevée, ce qui signifie peut-être qu'il pourrait réellement lancer des sorts. Pour tester cette théorie, il demande à Cécile s'il peut assister à sa leçon de magie. Durant la classe, il questionne l'instructeur sur s'il a le potentiel d'utiliser la magie. L'enseignant produit une sphère magique et explique qu'elle brillera s'il possède quelconque aptitude magique. Alan concentre tout son effort, mais la sphère reste sombre, peu importe ce qu'il fait. Il est obligé d'accepter qu'il n'a aucun talent magique et cela le frappe plus fort qu'il ne l'aurait cru. Voyant à quel point il est déprimé, Cécile se sent désolée pour lui et lui donne un biscuit, espérant qu'il pourra le remonter.
Un soir, alors que toute la famille est rassemblée autour de la table pour le dîner, Rickle s'engouffre brusquement dans la salle à manger, haletant, annonçant qu'un monstre Galch a été vu dans les environs. Et à la vitesse à laquelle il se déplace, il atteindra la porte du sud dans moins de 2 heures. La nouvelle est dure à entendre et Granvel immédiatement demande si Xenov peut gérer la situation. Mais Xenov et ses chevaliers sont actuellement sur une mission de subjugation de monstres et ils ne rentreront pas avant 2 jours, ce qui signifie qu'ils doivent faire face à cette crise seuls. Granvel quiquement instruit Rickle de se rendre à la guilde des aventuriers et d'émettre une quête urgente appelant tout aventurier capable de défendre la ville à s'avancer. Pendant ce temps, Alan se porte volontaire pour essayer de retarder le monstre Galch lui-même. C'est un monstre de classe B et Alan comprend que les aventuriers locaux n'ont aucune chance contre quelque chose de ce genre, donc la protection de ceux-ci incombe à ses épaules. Le problème est qu'il a consommé toute sa MP plus tôt dans la journée en grattant de l'expérience, donc il doit attendre qu'il récupère suffisamment de mana pour activer son sort de summoning. L'ensemble de la ville est alerté sur la menace approchant, et la panique s'étend alors que les gens se précipitent pour fuir. Au milieu du chaos, Alan entend un homme désespéré supplier un aventurier de sauver sa femme et sa fille, qui sont piégés à l'intérieur de leur carrosse, exactement celui que le monstre Galch dévore actuellement. À l'intérieur, la mère et l'enfant sont paralysés par la peur, sachant qu'il ne reste que du temps avant qu'ils ne soient mangés. Cependant, Alan refuse de rester les bras croisés et se contente de regarder, alors il attrape l'une de ses boules de fer et la lance droit dans l'œil du monstre. Le coup réussit à attirer l'attention du monstre sur la famille impuissante, mais maintenant son attention est fixée sur Alan. Sans hésitation, il déguerpit et commence à diriger la bête vers les montagnes, déterminé à la faire fuir aussi loin que possible de la ville. En courant, son MP se remplit enfin, lui permettant de réinitialiser sa liste de sorts et de charger des papillons car ils augmentent donc sa vitesse et sa souplesse. Il envoie alors une meute et tente d'utiliser leur sort pour endormir la bête. Cependant, le monstre Galch montre une résistance au sort d'endormissement et au lieu de s'endormir, il devient furieux et balaye les papillons hors de l'air, laissant Alan avec très peu de tactiques viables. À mesure que la nuit s'approche, Alan continue de fuir le monstre Galch insatiable, l'épuisement commençant à peser sur lui. Heureusement, il parvient à se faufiler sous un groupe d'arbres et à échapper à la poursuite du monstre. Une fois qu'il est certain qu'il n'est plus poursuivi, il s'assoit à côté d'un arbre et expire profondément, soulagé d'avoir survécu. Il ne sait pas pourquoi ses sorts de désavantage ont échoué, et il sait qu'il n'est pas assez fort pour vaincre ce monstre damné sans le premier affaiblir. Il a même brûlé plusieurs de ses pierres magiques juste pour survivre assez longtemps pour arriver à ce point. Toujours, il a réussi à diriger le monstre loin de la ville, et pour l'instant, cela signifie que les habitants de la ville sont en sécurité. Il décide de rentrer chez lui et de patienter jusqu'à ce que Xenov rentre afin qu'il puisse gérer le monstre Galch. Mais juste avant qu'il ne parte, il sent un regard glacial fixé sur lui. À sa grande surprise, le monstre Galch l'a déjà repéré. Il déguerpit immédiatement, mais le monstre refuse de lâcher sa proie, obligeant Alan à fuir sans relâche, courant jour et nuit pour survivre. Après 3 jours, Alan parvient finalement à échapper au monstre et à tituber de retour à la ville. Mais après avoir couru pendant des jours sans pause, il est épuisé, affamé et presque inconscient. Les gardes de la ville le voient et immédiatement reconnaissent Alan comme le héros qui a dirigé le monstre loin de la ville le jour précédent. Donc ils se précipitent pour le rattraper avant qu'il ne s'évanouisse. Quand Alan rouvre les yeux, il se retrouve de nouveau à la maison avec Sébastien et Cécile qui le surveillent. Cécile est soulagée au-delà de tout que lui soit en sécurité, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de le blâmer pour l'avoir tant inquiété, ce qui est exactement ce qu'Alan avait prévu. Sébastien lui demande doucement s'il se souvient de ce qui s'est passé et Alan explique qu'après avoir été poursuivi sans merci par le monstre pendant 3 jours, il a finalement réussi à l'échapper. Une fois qu'il était certain qu'il ne le suivait plus, il s'est retourné et est retourné à la ville. Sébastien admire son courage et informe Alan que Granvel partage la même opinion. Une fois qu'Alan aura récupéré ses forces, Granvel souhaite le voir personnellement. Pas longtemps après, Alan rencontre Granvel et admet qu'il n'avait pas la force pour vaincre le monstre seul, donc il a choisi plutôt de le diriger loin et de le faire fuir aussi loin que possible de la ville. Il s'excuse pour avoir agi si impulsivement, mais Granvel assure qu'il n'y a rien à regretter. Affronter un monstre comme le monstre Galch sans Xenov et ses chevaliers aurait été impossible, et la décision audacieuse d'Alan a clairement évité de nombreuses morts. À cause de cela, Granvel lui offre 10 pièces d'or et la famille qui l'a sauvé ajoute 10 autres pièces d'or en gratitude. Alan est ravi, réalisant qu'avec un tel prix, il peut enfin se permettre une vraie épée. Et c'est exactement ce qu'il fait car la prochaine fois qu'il apparaît, il brandit une épée de mithril. Avec celle-ci, il peut vaincre une fourmi armée tout seul, bien que même cette arme a du mal à percer la carapace épaisse de l'animal.
Toujours, elle peut glisser par les ouvertures de la carapace, permettant à Alan de creuser dans le corps de la fourmi et de récupérer sa pierre magique. Après avoir terminé cette tâche, Alan décide de faire un petit test avec ses sorts de summoning. Il appelle 3 hawks à lui, ordonne à 2 d'atterrir et stocke l'un dans son grimoire. Il place ensuite une pomme dans un sac et demande au hawk devant lui de montrer l'objet caché. Le premier hawk identifie correctement la pomme comme prévu. Donc il passe à la phase suivante de son test et appelle le deuxième hawk une fois de plus. Il lui pose la même question et celui-ci reconnaît immédiatement la pomme, ce qui fait comprendre à Alan que les sorts de même espèce peuvent transmettre des informations entre eux. Il appelle le troisième hawk et lui demande de répéter la tâche, mais cette fois-ci il n'a pas de réponse, donc le lien d'information fonctionne uniquement pour les hawks qui sont encore stockés dans le grimoire. Un peu plus tard, en mars, le frère de Cécile revient et il offre à Alan le rematch qu'il avait demandé. Alan est devenu beaucoup plus fort après avoir gratté tous ses monstres de classe C, mais il trouve toujours difficile de rivaliser avec la technique pure de Mihai. Le duel se termine finalement par la défaite d'Alan et Xénote loue Mihai pour sa performance exceptionnelle. Alan offre ses félicitations aussi, mais au fond de lui, il est brûlant de frustration car il ne peut pas comprendre quel entraînement brutal Mihai a subi à l'académie pour devenir aussi puissant. Une fois que le duel est terminé, ils se dirigent tous vers la salle à manger pour le déjeuner. Là, Mihai apprend que Alan a récemment rencontré un monstre Galch. Alan dit que c'est un peu généreux de dire qu'il s'agit d'une bataille puisque tout ce qu'il a vraiment fait, c'est filer. Même ainsi, Mihai est impressionné que Alan ait survécu à l'expérience car même lui ne croit pas qu'il pourrait vaincre un monstre de classe B comme celui-ci. Au moment où un chevalier soudain entre dans la salle à manger, Alan se tend car la dernière fois que cela s'est produit, cela s'est mal terminé pour lui. Mais à la grande surprise de tous, le chevalier apporte de bonnes nouvelles. Il informe Granvel que le dragon blanc sur la montagne a commencé à migrer vers les terres de Karnal, ce qui signifie qu'ils peuvent enfin rouvrir leur mine de Mithril. Granvel est ravi par cette annonce car cela marque le début d'une vague économique pour ces terres et il est tellement excité qu'il veut immédiatement envoyer des chevaliers examiner les mines. Mais Xénof lui conseille de prendre un moment, expliquant qu'il serait plus sage de confirmer l'emplacement exact du nouveau nid du dragon avant de tenter de restaurer les mines. Granvel suit le conseil et décide de suivre la stratégie de Xénof. Puis Mihai s'exprime et demande si cela signifie qu'il devra éliminer tous les monstres dans la zone entre la ville et les mines. Si c'est le cas, il ne s'oppose pas à aider car il a encore du temps libre et aurait besoin de quelque chose pour se distraire. Xénof refuse, arguant que le risque est trop grand. Si le dragon blanc revenait subitement pendant l'opération, Mihai serait dans une situation très dangereuse. Mihai comprend la logique et accepte de faire un pas de côté. Alan, lui, ne dit pas la même chose parce qu'il sait qu'une fois que les chevaliers élimineront les monstres pour sécuriser le chemin vers les mines, il perdra sa zone de chasse au XP idéal. Donc il prévoit de faire autant d'expériences que possible avant que cette opportunité ne s'envole. Au moment où il aura cette opportunité, il s'enfonce profondément dans la forêt et maintenant qu'il a atteint le niveau 5 de son talent de summoning, il est impatient de tester les mises à jour qu'il a débloquées. L'une de ces mises à jour est la capacité de partage tout juste sortie, alors il appelle un hibou et décide d'expérimenter. L'instant où il active la compétence, Alan se retrouve soudainement doté de la vue de l'hibou et se trouve à regarder lui-même depuis une perspective extérieure. Il est émerveillé par ce sentiment incroyable et demande à l'hibou de s'élancer vers le haut car il veut un meilleur point de vue. Alors que l'oiseau obéit à ses ordres, Alan est gratifié d'une vue panoramique de haute qualité du paysage en dessous de lui. Avec une telle force, les missions de reconnaissance lui sembleront ridiculement faciles. Surtout avec la compétence de vue de hibou super affûté qui peut être ajoutée pour améliorer encore plus la vision. Il se demande combien de créatures il peut observer en même temps, alors il décide d'aller plus loin. Il appelle 3 hiboux supplémentaires et applique la compétence de partage à chacun, lui permettant d'observer simultanément leur perspective et la sienne. Cela se révèle incroyablement cool, presque comme surveiller plusieurs écrans de caméra en même temps, mais Alan est déterminé à trouver les limites. Il envoie un tigre et active la compétence sur lui aussi. Cependant, le moment où il essaie d'inclure un autre tigre, une douleur intense transperce son crâne, le forçant à éteindre la compétence avant que la douleur ne l'explose. Comme le jongler avec 6 perspectives simultanées le met physiquement en souffrance, Alan conclut que 5 sont probablement le maximum qu'il peut gérer en toute sécurité et il estime que le nombre est lié à son statut d'intelligence. Ses intelligences est actuellement légèrement supérieure à 1000, donc la compétence de partage consomme probablement environ 200 points pour chaque point de vue actif pour éviter une surcharge. Alan avait prévu d'expérimenter avec ses nouveaux summons un moment, mais maintenant il est beaucoup plus curieux de savoir combien il peut augmenter son intelligence. Il appelle un de ses derniers summons, un faucon, et utilise l'amélioration de l'intelligence qu'il fournit pour pousser son statut au-delà de 1200. Avec cette augmentation, il peut gérer confortablement 6 points de vue sans aucune difficulté.
Avant longtemps, il comprend que s'il peut surveiller ses summons de loin et leur donner des ordres à distance, alors il peut accumuler des points d'expérience sans bouger. Pour confirmer l'idée, il appelle plusieurs de ses créatures plus récentes et les dirige contre un groupe de fourmis en armure. Comme prévu, elles éliminent les fourmis sans peine. Grâce à cette mise en place, Alan ne sera pas stressé par la perte de son prétexte pour chasser, donc il donne des instructions strictes à ses summons et leur ordonne de ne jamais attaquer les aventuriers humains, même s'ils sont attaqués en premier, car il refuse de risquer d'être accusé de tuer quelqu'un. Une fois que cela est réglé, il prépare à sortir de la forêt. Mais alors, il comprend qu'il y a une autre astuce pour utiliser la vision partagée. Il envoie l'un de ses oiseaux jusqu'à la village de Kraina pour vérifier tout le monde, et par ses yeux, il voit que la vie y est paisible. Il revoit Kraina et les autres qui s'exercent. Roden s'occupe des cultures et sa mère soigneusement tresse les cheveux de sa petite sœur. Le voir à nouveau, même par l'intermédiaire de la vue partagée, apaise son cœur. Il prévoit de retourner en personne un jour, mais pour l'instant, Alan fait le faucon, leur remettre une pièce d'or avant qu'ils ne s'envolent. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié le résumé et que vous êtes impatient de la prochaine émission, assurez-vous de liker, de vous abonner et de sonner la cloche des notifications pour ne pas manquer nos résumés quotidiens.